Radio Spirale. Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, est heureux de vous présenter cette table ronde où sont conviés les finalistes du prix littéraire des collégiens. Les finalistes sont Clara B. Turcotte pour Demoiselle Cactus aux éditions Leméac, Nicolas Dickner pour 6 degrés de liberté aux éditions Alto, Daniel Grenier pour L'année la plus longue, publié au Cartanier, Patrick Nicole avec La nageuse au milieu du lac, aux éditions Cartanier également, et Monique Proulx pour Ce qu'il reste de moi, chez Boréal. Commençons en laissant la parole à Monique Proulx. La grandeur, vous savez, c'est pas d'avoir des expériences extraordinaires. Au contraire, la grandeur, c'est d'être plongé dans la vie douloureuse et de trouver une issue, de voir une lumière là-dedans. C'est ça, dans le fond, mon propos. Alors, la grandeur, pour moi, c'est pour ça que les personnages ont tous, en effet, comme vous dites, déboussolés, ils sont tous en quête de repères, en quête de sens. C'est l'histoire de l'humanité, à vrai dire. Mais la grandeur de l'être humain, c'est qu'il cherche un sens, justement. Et ça, est-ce que c'est davantage présent à notre époque, cette quête de sens est accompagnée ou qui succède à un déboussolement Non, je pense que c'est l'histoire de l'humanité. Mais notre époque est particulièrement intéressante parce que on a en pleine face toutes sortes de couleurs, de textures, de traditions, de cultures, de forces vives qui s'opposent. Et c'est passionnant. Et Montréal est vraiment un microcosme. On ne se rend pas compte à quel point c'est un miroir du monde. Je dis souvent, on n'a plus besoin de voyager si on s'intéresse au monde quand on habite Montréal, parce que le monde vient à Montréal. Et on sent très bien, tous les mouvements qui agitent l'humanité sont à Montréal aussi, quand on ouvre bien les yeux. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de fraîcheur constante autour de nous, mais en même temps, ça serait ailleurs, il y aurait sans doute quelque chose. Si j'habitais dans une autre ville, j'aurais peut-être trouvé cette espèce de filon, de démesure, disons, parce que ça appartient à l'humain, ça. Dans le fond, moi, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est explorer l'humanité dans sa profondeur. Et il se trouve que c'est des échantillons d'humanité que vous trouvez à Montréal. Oui, et qu'on trouve tous à Montréal. Et j'en ai exploré seulement quelques facettes. Alors, Clara B. Turcotte, oui. Demoiselle Cactus, Demoiselle avec un S, il y en a quelques-unes de ces demoiselles. Mm-hmm. Parlons d'abord de votre personnage principal, la narratrice du roman. Elle est anorexique avec des phases qui alternent avec des phases de boulimie. Et autour d'elle gravitent des jeunes demoiselles cactus, là, tout est hérissé en effet sur la défensive et dans certains cas aussi sur le chemin de l'autodestruction ou alors qui ont été conduites sur le chemin de l'autodestruction à leur corps défendant. Mais s'agissant de la narratrice, se faire maigrir à ce point et de manière en effet maladive, c'est aussi une fuite, croyez-vous, devant cette réalité difficile à envisager? Je ne sais pas si vous voulez dire que c'est une fuite par rapport au temps présent ou une façon d'échapper au temps peut-être. Ou à sa réalité, à la réalité qui l'entoure. Je pense que oui, mais je pense qu'il y a une volonté de transcendance aussi. J'essayais de réfléchir à la question du temps depuis tout à l'heure, puis je me disais que ce que j'ai essayé d'investir, c'est le futur. Peut-être que, en quelque sorte, le personnage principal, ce qu'elle voudrait, ce serait sortir de son statut d'être humain. Oui, il y a beaucoup de laideur dans le monde dans lequel elle vit en ce moment, mais ce qu'elle porte en elle, cette volonté d'autodestruction,
destruction, puis la volonté en même temps qui est un petit peu le contraire de la destruction, de vouloir comme dépasser le genre ou l'âge ou des statuts sociaux comme ça, peut-être sa classe sociale. Et peut-être son sexe aussi, son statut. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que c'est une volonté c'était là avant le problème, la situation dans laquelle elle est plongée dans l'histoire du roman, dans le fond. Donc, un aspect de cette situation, c'est quand même la découverte chez l'homme avec qui elle vit qu'il est un pédophile. Oui. Donc, la sexualité, et donc c'est un choc évidemment. Est-ce parce qu'elle refuse de vieillir, si on parle du temps, là, que la narratrice se fait migrer, ou est-ce qu'on pourrait dire elle se sent déjà vieille à cause de tout ce qu'elle voit autour d'elle, à cause de cette sexualité déviante, ou des esprits tordus qui l'entourent, ou la pédophilie J'ai l'impression que mon héroïne a un petit peu un regard blasé par rapport à tout ça. Puis c'est un peu le ton que je voulais utiliser en écrivant ce roman-là aussi. C'est comme si ça la surprenait pas vraiment ce qui se passe dans le fond. Mais ça l'atteint tout de même. Ça l'atteint, mais c'est comme si ça la berçait vers vers un autre niveau d'autodestruction qui serait là, peu importe. Mais est-ce que c'est une volonté de ne pas vieillir? C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'enfance qui est pur, qui échappe à des contraintes sociales que le personnage n'aime pas vraiment. Le système d'éducation ne l'intéresse pas vraiment. Elle ne se sent pas vraiment à sa place nulle part. Elle n'a pas vraiment eu de belles expériences à l'école. Donc, c'est sûr que le fait de vouloir retarder le processus de vieillissement, puis un petit peu l'obligation de s'ancrer dans d'autres carcans qui ont rapport avec l'âge adulte, d'autres obligations sociales encore plus. C'est peut-être quelque chose qui lui pèse et qu'elle veut éviter. Oui. Mais vous dites que ce qu'elle voit autour d'elle l'entraîne, au fond, à faire un pas de plus dans l'autodestruction, et en même temps, vous dites que c'est l'avenir que vous voulez vous voulez peut-être lui dessiner un avenir à travers ce roman, ou à travers l'intrigue de ce roman. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, ou alors quel avenir? Est-ce qu'il ne sera pas de plus en plus sombre, cet avenir? J'ai pas l'impression que ça va être de plus en plus sombre, parce que le livre se termine sur une ouverture. Le personnage n'a pas guéri, mais elle reste. Il y a quelque chose qui débloque en elle qui fait qu'elle peut écrire maintenant. Elle se sent plus confiante, justement après ce qu'elle vient de découvrir, ce qu'elle a passé au travers. Puis, c'est sûr que c'est pas un happy ending mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça donne. J'ai pas l'impression que j'ai voulu à tout prix montrer un avenir qui est encore plus destructeur ou apocalyptique par la vision du personnage. C'est pas plus un avenir de cet ordre-là qu'une guérison présente dans le présent. Ça non plus. Non, parce que c'est pas. Je pense pas que c'est tout ou rien. Je pense que c'est un processus, c'est un flux, dans le fond. Souvent, le cliché quand on parle de santé mentale, surtout par rapport aux troubles alimentaires, aux addictions, c'est qu'on va montrer un personnage qui tombe, on va voir sa chute en enfer, sa descente aux enfers, puis une remontée vraiment rapide, instantanée. La personne va à l'hôpital, puis là, c'est fini, puis
va bien, il y a un mariage aussi. Justement, c'est Il ça. s'embrasse sur un fond de coucher de soleil. C'est ça à quoi le personnage veut échapper, c'est cette simplification de la réalité. Une maladie comme ça ne se termine pas en claquant des doigts. J'aurais eu l'impression de berner le lecteur un petit peu si j'avais fini comme ça, mais c'est aussi par rapport à moi, puis par rapport à d'autres personnes que je connais qui souffrent de ces maladies-là. Puis je parle pas nécessairement de maladies mentales avec des diagnostics, parce que c'est pas un manuel médical, mais je veux dire... C'est un roman. C'est un roman, c'est ça, mais des gens qui ressentent un mal-être, dans le fond, tous les écrivains, les artistes que je connais, ils ressentent ça. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui s'enlève, je pense pas que c'est quelque chose qui s'enlève du fait de la création non plus. Je pense que ça peut alléger un poids, mais c'est un peu un cycle qui se répète. En tout cas, on a l'impression, votre personnage principal, votre héroïne, qu'elle est une sorte de paratonnerre, qu'elle capte, qu'elle répercute le mal-être de ses parents, par exemple, ou de leurs obsessions. Par exemple, le père est dépressif et un toc qu'il a, c'est les rénovations. La mère, c'est un autre problème, ça peut être lié à la nourriture et tout. Mais le problème, c'est eux, c'est les parents, c'est la société, c'est l'enfance qui ne doit pas finir. Si on devait trouver des causes à son mal-être à elle. Je pense qu'il y a toutes sortes de causes, mais il y a une part d'inexplicable là-dedans. Tu sais, c'est sûr que si on parle des parents, comme disent les anglophones, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je perçois pas vraiment ça comme un... Je perçois pas vraiment l'héroïne comme un paratonnerre du mal-être de ses parents. Dans le fond, il y a quelque chose d'elle qui ressemble un peu à ses parents, peut-être encore plus à son père qu'à sa mère, qui est très obsessionnelle comme elle, qui est pas tout à fait à l'aise dans l'expression des émotions, qui est un petit peu bancale comme elle, mais d'une façon totalement différente aussi. Très bien. Alors, de toute façon, il y a les demoiselles aussi autour d'elle, hein, il ne faut pas l'oublier. On a parlé du personnage principal, mais il y a des petites filles aussi. Ce sont elles, au fond, les demoiselles Cactus. Aussi. Aussi, oui. Je pense que le titre fait référence à une scène. Une scène. Là, je parle de façon cinématographique un peu. Mais à un passage du roman vers la fin, pendant qu'elle prend des notes pour écrire, elle se rend à un parc, puis elle voit deux petites filles qui sont toutes mal habillées, qui sont toutes sales, puis elles correspondent pas du tout à ce qu'on imaginerait d'une petite fille. Et des canons de la beauté des petites filles. Oui, exactement. Elle détonne par rapport à l'univers des petites filles. Puis en même temps, ce sont des petites filles, puis elles n'ont pas vraiment de problème avec elles-mêmes. C'est comme un moment de transcendance pour le personnage, parce qu'elle voudrait donner un avenir à toutes les petites filles qui sont peut-être un peu sales, peut-être un peu trop fifilles, peut-être un peu trop ci, trop ça, qui correspondent pas à ce qu'on voudrait qu'elles soient dans un milieu qui demande souvent aux jeunes filles d'être vraiment parfaites à tous les niveaux. C'est ça qui est le titre du livre. C'est ça qui suscite des demoiselles Cactus. Oui, exactement. Très bien. Alors, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir au cours de la soirée. Patrick Nicole, La nageuse au milieu du lac, donc c'est aux éditions Le Cartanier. Demoiselle Cactus, c'est vrai, il faut que je nomme les éditeurs. Demoiselle Cactus, c'est aux éditions, c'est chez Leméac Éditeur. Et puis, Ce qu'il reste de moi, Boréal. Alors, Patrick Nicole, La nageuse au milieu du lac. Votre narrateur à vous, il enseigne la littérature dans un cégep et il est confronté à son propre vieillissement
en voyant sa mère vieillir, décliner, perdre la tête, perdre son autonomie également, et c'est un choc terrible. C'est un choc aussi, je dirais, vertigineux, car les temps, là, pour le coup, sont vraiment télescopés. Son enfance à lui, au narrateur, sa mort prochaine, à lui aussi, alors qu'il est plus jeune, mais il est confronté à cette mort, la vulnérabilité de sa mère, la fragilité de la vie. Qu'est-ce qui rend ce narrateur si démuni devant ce qui relève, ça, on peut se dire ça pour le consoler, mais ça ne fonctionne pas beaucoup, ce qui relève de l'ordre des choses. Vieillir, c'est inévitable, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Bon, on s'en va d'ici. Je pense pas que le narrateur soit si triste. Je trouve qu'il y a un constat nostalgique, mais c'est pas dramatique, cette histoire-là. C'est une histoire un peu simple, en fait. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est de regarder, d'une certaine façon, l'extinction d'une série d'histoires. Il y a vraiment... mon livre commence par... On sait qu'une personne va mourir. Et bon, sans dire des bêtises, on sait qu'avec une personne meurt habituellement une mémoire. Et quand une série de personnes meurent, ben, c'est le souvenir de la famille qui va disparaître. Et quand un plus grand nombre de personnes meurent, par exemple le centre-ville de Lac-Mégantic, ben, c'est presque une classe sociale qui disparaît. Et mon livre constate, d'une certaine façon, les disparitions successives d'un petit souvenir familial, d'un nom qu'on oublie, et puis des gens qui sont photographiés dont on n'est plus capable de nommer, qu'on ne replace plus, parce que moi je trouve ça dramatique, l'idée de trouver une photo d'un personnage que personne ne pourra reconnaître, cette disparition-là. Donc mon livre fait un peu le constat, je pense, d'une série de disparitions qui vont aussi avec, par exemple, la vasectomie, qui est une sorte de deuil, de disparition aussi. Toutes ces disparitions cumulées dans l'existence qui sont comme si on était assis sur le bord du trottoir, puis on regardait les gens s'en aller, puis on dit, bon, lui, je ne le reverrai jamais, lui, je ne le connais pas, je ne le verrai jamais, ça, c'est une autre affaire que je ne vivrai jamais, oh mon Dieu, je ne vivrai pas ça, il y a une somme de disparitions qui est constatée dans mon livre, je dirais ça. Sauf que le trottoir, il est un peu roulant à un moment donné, et on est entraîné soi-même dans la ligne. Absolument, oui. C'est là peut-être que c'est douloureux, cette prise de conscience, qu'elle est douloureuse. C'est un peu douloureux, mais c'est aussi le récit d'une maladie. Et la maladie, c'est un peu comme l'amour ou la naissance, c'est un peu intense, disons-le comme ça. Et le reste de la vie semble tout à coup extrêmement blême ou extrêmement mesquin. Je veux dire, quand tu sors du salon funéraire, tu regardes les gens se demander ce qu'il y a à la télé ce soir, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'existence est un peu exaspérante devant les grandes exigences qu'elle nous pose quelquefois. Et donc, il y a toujours ce sentiment-là que moi, je ne vis pas tant dans mon quotidien, mais on dirait qu'en littérature, j'en parle beaucoup, le sentiment que la vie n'est pas exactement à la hauteur de ce qu'elle devrait. Par exemple, au travail, par exemple, dans nos relations, on vit des choses qui sont immenses, qui ne sont pas toutes laides ou douloureuses. Des fois, c'est du bonheur extrême. Et à côté de ça, il y a une sorte de travail, de quotidien, de paresse. Et j'ai essayé de rendre compte un peu de ça aussi, je pense. Mais il reste que la couleur générale de ce qui nous entoure, en tout cas de ce qui entoure le narrateur, restons dans le roman, c'est une sorte de médiocrité ambiante. Est-ce que c'est être trop sévère envers le milieu que vous dépeignez? Il macère, on dirait, dans une médiocrité, la sienne, celle des collègues, le constat est sévère. Oui, quelqu'un m'a posé cette question-là vendredi, puis j'ai pas dormi de la fin de semaine. Vous n'étiez pas conscient de cette médiocrité? Je pense que le premier alibi qu'on pourrait donner au narrateur, c'est qu'il est un peu en crise. Et un peu comme c'est ce qu'il dit, lui, dans le livre, donc je ne vais pas l'endosser, c'est lui qui dit ça. Un peu comme la jeune mère qui est omnubilée par son enfant qui est merveilleux. Lui, il est omnubilé par sa mère qui est mourante et ça le rend, bref, un peu négatif, on peut le dire comme ça. Donc, on va lui donner au moins cet alibi-là d'être un peu exaspéré par sa vie à lui, par sa fatigue, par son manque de sommeil, quand il jette un regard sur le quotidien. C'est vrai que mon livre est un peu sévère sur certains, les collègues du personnage en question, mais mettons ça sur le dos du fait qui est fatigué. Deuxièmement, mais juste pour suivre cette idée-là, je trouve que mon livre aussi donne une image, ça c'était dans la nuit de dimanche aujourd'hui, je trouve qu'il donne une image assez positive, par exemple, de l'expérience de classe.
C'est le professeur en classe, avec ses élèves, vit quelque chose qui est assez beau. Et il ne discrédite pas les autres enseignants dans leur pratique professionnelle. C'est-à-dire que, pour moi, dans la vie, la classe, c'est comme le théâtre, c'est comme le musée, c'est ce que les anglophones appellent un safe space. C'est un endroit formidable dans lequel on est à l'abri et on peut vivre des choses qui sont merveilleuses. Et ça, je pense que je l'ai rendu, et en tout cas, je le rends toujours le plus possible. Pour le reste, pour les petites mesquineries, on est tous un peu mesquins. Je veux dire, il y a personne qui haït autant les clients que les caissières chez Provigo. Je veux dire, les médecins détestent les patients. Je veux dire, il y a quelque chose dans le quotidien, on a nos petites impatiences. Et je voulais un peu montrer cette mesquinerie-là aussi. Ouais. Mais la classe, en effet, peut être un lieu privilégié, un lieu de savoir, un lieu d'échange, un lieu d'expérience aussi. Mais il reste qu'au début du roman, vous montrez le narrateur, ce fameux narrateur, et il doit enseigner, il enseigne, c'est pas le prochain épisode, c'est Poussière sur la ville d'André Langevin, et il se résigne à devoir en passer par l'épanchement, l'aspect confession, on va dire, de raconter des éléments de sa vie pour arriver à intéresser ses étudiants. C'est comme ça que vous voyez l'enseignement de la littérature au cégep? J'interdis quiconque m'imaginer en train de m'épancher devant 30 élèves, là, faites pas ça. D'une certaine façon, les gens qu'on a devant nous en classe ont reçu une formation qui est assez commune. Ils ont à peu près la même formation. Ils ont tous appris à exprimer leurs émotions. On leur a tous dit ça. On leur a tous appris à écouter l'autre. Tu sais, des valeurs comme la tolérance, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que ça commence à marcher. Tu sais, des affaires comme l'accueil puis le respect, ça marche, là. On n'a pas tout faux dans notre éducation. Ce qui fait que les étudiants répondent beaucoup mieux, c'est vrai, à un discours personnel qu'à un discours autoritaire. Bêtement, comme ça. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir recours, je pense, à des éléments personnels pour rentrer dans une œuvre littéraire. On ne produit pas au cégep des universitaires qui vont étudier la littérature toute leur vie. On essaie de produire des humains un peu meilleurs, puis on essaie de produire et je m'excuse pour le mot produire, qui fait usine de poulet, mais bon, on essaie de faire en sorte de former, voilà, mais de produire des lecteurs, je m'excuse de le dire comme ça. Et donc, le rapport personnel fonctionne assez. Les étudiants, ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi tu as choisi ça, pourquoi tu aimes ça, c'est quoi l'intérêt de cette affaire-là. Et l'intérêt de cette affaire-là, il est souvent personnel, parce qu'un professeur fait beaucoup de choix. Moi, je dis à mes étudiants, un cours, c'est comme un livre dont le professeur est l'auteur. Je vais vous raconter une histoire et je vais utiliser ces éléments-là. Et c'est mon histoire à moi. Et faire semblant que c'est l'histoire objective de la littérature du Québec, ça serait un peu farfelu. Je veux dire, intellectuellement, on le sait, il n'y a pas d'histoire objective. Il y a quelque chose qui est construit, c'est construit par un sujet, puis ce sujet-là, il est devant vous, puis il va défendre sa matière. Alors, pourquoi pas mettre en scène ce récit-là, qui est une attitude honnête, que j'essaie d'avoir même en littérature, c'est-à-dire, voici ce que je vous dis, et n'oublions jamais que c'est moi qui vous le dis. Ayons cette honnêteté intellectuelle-là. Je raconte une histoire. Quand je raconte une histoire, j'ai des choix à faire, j'ai des blancs de mémoire volontaires, j'ai des oublis malheureux, et des fois, je tourne les coins ronds. Il y a toute cette affaire-là d'honnêteté intellectuelle dans le fait de raconter, que moi, j'essaie de mettre dans mes livres, mais aussi dans mon enseignement, j'arrête. Oui. Le narrateur dit à un moment donné, je ne m'ennuie pas d'être jeune, j'aimerais être moins vieux. Ben oui, hein? Il n'y avait donc aucune joie dans la maturité pour ce pauvre homme? Pauvre homme, hein? Non, je pense que c'est très... tu sais, il est un peu dépressif, on va juste lui pardonner, mais il y a des moments de bonheur qui sont très grands. Moi, j'aime beaucoup la dernière phrase du livre, puis c'est pas un gros punch. Quand il dit « je m'ennuie de prendre soin de toi », je veux dire, il y a des capacités de bonheur très grandes. Il n'y a rien qui lui ferait plus plaisir que d'attacher un collet, de refermer, de moucher un nez. Il n'y a rien qui serait plus... Donc, il est capable de grandes choses. De beaucoup de tendresse. De beaucoup de tendresse, mais il ne veut pas écrire ces choses-là. Tu sais, je veux dire, un des grands problèmes avec l'écriture de l'intime, c'est de prétendre qu'il est exceptionnel de vivre des choses banales. Tu sais, je veux dire, moi, la banalité, je la trouve banale. Tu sais, ça ne me tente pas d'écrire longtemps sur la banalité. Donc, je n'ai pas écrit longtemps sur les petits gestes quotidiens, la beauté, etc. Mais bien sûr, il y a cette idée-là que
que la jeunesse est un âge d'or, que la jeunesse est un truc qui est perdu, qui s'en va, qu'on recommencera plus. Je pense que Daniel en a parlé localement vendredi. C'est vrai qu'on a une nostalgie de la jeunesse et je ne voulais pas que mon livre dise ça. Donc non, je ne m'ennuie pas d'être jeune, parce que j'ai fait la joke vendredi dernier, mais juste vous autres qui le savez. Je ne m'ennuie pas de dormir sur un futon dans un salon. Je ne m'ennuie pas de manger du beurre de pinot. Je ne m'ennuie pas d'être jeune. C'est pas ça. Mais je constate que je vieillis. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais je voulais certainement pas te donner une image d'âge d'or perdu, de nostalgie. Non, de toute façon, le roman est plus complexe que ça. Daniel Grenier, donc avec l'année la plus longue, au Cartanier également, il y a deux auteurs Cartanier ici ce soir. Alors votre personnage, il s'appelle Émile Bolduc, un des personnages, en tout cas le personnage principal. Il a de la chance d'une certaine façon parce qu'il naît en 1760 et en tout cas il ne vieillit pas, certainement pas au même rythme que les autres. Il vieillit d'une année tous les 4 ans parce qu'il est né un 29 février. C'était son anniversaire il n'y a pas si longtemps. Ben oui, c'est vrai. Donc cette année, il aurait pris une année alors qu'il en serait écoulé 4 années. En gros. Corporellement parlant, c'est difficile à expliquer exactement ce qui se passe dans son métabolisme. Alors, c'est une chance ou pas pour cet Émile Bolduc parce que là, il va traverser plusieurs siècles. Il va connaître des événements historiques. Il est aux premières loges, grâce à vous, romanciers, là, il est aux premières loges de plusieurs événements historiques. Toute la deuxième partie qui concerne Aimé, je crois qu'elle met en scène pas mal l'idée que finalement c'est plus une malchance qu'on veut bien se l'imaginer. Mais en même temps, Aimé, sa particularité, c'est que c'est pas un personnage qui est immortel en soi, ou pas éternel non plus. Il va mourir éventuellement, et il sait. Donc, lui, sa nostalgie de sa jeunesse, quand elle arrive à peu près à 200 ans, puis là, il se rend compte, en fait, qu'il va être vieux pendant peut-être 300 ans, donc c'est moins drôle tout à coup. Mais oui, Aimé va faire une série de dépressions à partir d'un certain moment. C'est pas un livre sur la jeunesse éternelle du tout, c'est pas une exploration de la jeunesse éternelle, c'est une exploration justement de la peut-être l'espèce de banalité du quotidien au travers de ce destin extraordinaire qui est le sien. Mais pas mal certain qu'il considère ça comme une malchance plusieurs fois dans une même journée ou dans une même année. Parce qu'il y a aussi toute une dimension, toute une action contemporaine à ce roman. Bien sûr. On alterne les époques, vous avez jonglé avec toutes ces balles-là. Ça vous a demandé beaucoup de recherche, ce roman, ou c'est avec une allégresse que vous avez plongé dans... Oui, beaucoup de recherches, mais en même temps, ce sont des recherches de romancier. Moi, je ne suis pas un historien, je n'ai pas des prétentions d'historien, donc je cherche ce qui m'intéresse, par définition, ce qui m'obsède, ce qui fait mon affaire, et aussi, jusqu'à un certain point, toute la recherche historique est basée sur le fait que souvent, j'essaie de tordre un peu l'histoire avec un grand H pour mes propres fins. Je ne crois pas, par exemple, que Monique aurait fait le genre de truc que moi j'ai fait dans mon livre en parlant de Jeanne Mance. Il n'y avait pas ce désir-là d'aller comme twister la réalité pour que ça fonctionne dans mon univers à moi que j'étais en train de créer. T'sais. Passage typique pour cet exemple-là, c'est quand Aimé, dans la deuxième partie, s'en va voler des fusils aux Cherokee qui sont en train de qui sont sur le point de se faire déporter. Les fusils vont ensuite être envoyés par un système, par un réseau assez occulte dans la vallée du Richelieu où se trame la révolte des patriotes. Moi, en tant que romancier, mon fantasme, c'était de se faire rencontrer deux événements qui m'intéressent, mais cet événement-là, en tant que tel, n'a aucun sens, historiquement. Bon, c'est jamais. Ce ne serait pas la première fois que la littérature serait plus forte que la réalité. En tout cas, vous avez réussi à traduire non seulement le temps qui passe, mais la conscience du temps qui passe. Et c'est ça qui irrigue aussi votre roman, la conscience du temps qui passe chez le personnage, et puis aussi dans ce qui lui arrive, dans les événements autour. Alors, vieillir, ce serait peut-être au fond avoir cette conscience, et on pourrait, rêvons, échapper au vieillissement
si on n'avait pas la conscience de vieillir? On pourrait aller jusque-là? Probablement, il faudrait demander à Thomas, lui, après ses recherches, en fait. Oui. J'espère que la plupart vous avez lu le livre, parce que là, ça, c'est vraiment un spoiler, là, c'est vraiment un divulgateur. Il meurt, enfin. Il meurt pas, justement, non, mais c'est-à-dire que Thomas va probablement devenir, c'est ce qu'on comprend à la fin, un véritable immortel, parce qu'il est un scientifique qui travaille sur l'immortalité. Donc, il faudrait lui demander, à lui, justement, c'est ce qui n'est pas exploré dans le roman, c'est ce qui est laissé en suspens un peu, c'est cette façon-là, à partir du moment où nous ne mourrons plus, où il se met même à rajeunir, hein. Son corps va mieux, ses oreilles rapetissent, les poils sont moins présents dans son nez et tout. Donc c'est littéralement une cure de jouvence qu'il a découvert, la fontaine de jouvence. Donc c'est à lui qu'il faudrait demander. Mais c'est ça, le roman explore vraiment autre chose, c'est-à-dire cette espèce de passage long du temps qui fait que c'est vraiment, vraiment ennuyant souvent. Et c'est un peu, tout tourne autour de la métaphore filée des montagnes, en fait, de l'espace finalement, qui est relié au temps d'une façon tout à fait intime, avec cette exploration des montagnes, avec les Appalaches, le déplacement, les strates de temps, littéralement, qui se superposent l'une sur les autres. Et c'est par ça, entre autres, que Thomas est obsédé, ou en tout cas, c'est ça qui l'intéresse quand il est jeune, c'est de regarder le temps comme ça, dans la roche, de pouvoir voir le temps. Oui, c'est aussi alors vous avez raison de souligner l'espace, parce que c'est aussi un roman continental Oui, que voilà. vous avez écrit, c'est à l'échelle du continent de l'Amérique du Nord. Et puis, dans cette Amérique du Nord, ce qui est intéressant, parce que Aimé Bolduc, c'est un nom éminemment canadien-français, l'identité canadienne-française, ou en tout cas l'élément canadien-français, devient un élément parmi d'autres dans le grand patchwork de l'Amérique du Nord. C'est ce que vous vouliez? Oui, dans la mesure où ça fait partie de mes intérêts personnels, encore une fois. C'est une tentative de faire rejoindre mes lectures, mes grands écrivains à moi, mes grands mentors, mes grands modèles sont surtout états-uniens. Mes recherches à l'université ont porté autour de ces... Par exemple, des noms? Il y en a des dizaines, mais ça va de Toni Morrison à Faulkner, à Don DeLillo, quand j'ai découvert Don DeLillo, ça a vraiment changé ma façon d'écrire, littéralement. Ça a influencé beaucoup mes dialogues, ça a influencé ma façon de construire une phrase dans un paragraphe. Il y a un phrasé très, très américain dans le roman aussi, même dans la construction de la phrase. Je pourrais en nommer comme ça. Évidemment, le modèle principal, là on tombe dans un autre sujet, mais on parlait de cannibalisme au début de la rencontre. Mais un de mes modèles, est littéralement dans le livre, c'est Stephen Crane, l'auteur de La conquête du courage, The Red Badge of Courage, qui a été écrit en 1894 et qui est considéré comme le premier roman de guerre moderne. Et moi, je me suis amusé, encore une fois, à mettre en scène un personnage qui devenait l'influence de l'écrivain qui m'a influencé, moi, personnellement. Donc, c'est cette façon-là de faire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, de ce processus-là, dans le livre, qui est assez important. Oui, de mise cette en façon abîme. mise en abîme, surtout de faire tourner consciemment la roue de l'influence et de la littérature. Vous évoquez l'idée qu'on était tous des lecteurs. J'ai vraiment écrit un roman de lecteur aussi, très ancré dans mes obsessions de lecture que j'ai depuis longtemps qui me travaillent. Ouais. Très bien. Alors, on aura l'occasion d'y revenir et peut-être qu'il y aura des questions qui nous entraîneront dans cette voie. Alors, Nicolas Dickner, avec 6 degrés de liberté, c'est aux éditions Alto. Donc, l'un de vos personnages à vous, elle s'appelle Lisa, c'est-à-dire Elisabeth Routier-Savoie. Elle a 15 ans au début du roman et sa trajectoire va croiser celle de G. Guzman, qui est une hacker condamnée pour vol d'identité et qui est en liberté conditionnelle et qui a sorti de conditions strictes pour ses allées et venues. Et parmi ces conditions, il y a aussi de devoir travailler à la GRC, pendant un certain nombre d'années où elle est analyse de données aux fraudes économiques. Donc on tire profit de sa connaissance de ce monde-là. Et puis il y a un troisième personnage qui est Éric Leblanc,
qui est le grand ami de Lisa, qui a atteint, lui, on pourrait dire qu'il souffre un peu du syndrome d'Asperger. Ouais, ben, il est plutôt agoraphobe. Agoraphobe, certainement. D'ailleurs, il est geek aussi. Il est très, très... devant son ordinateur, c'est là où il est à peu près heureux. Et donc, ces trois trajectoires vont se déployer dans l'espace. La géographie est partout dans ce roman et en même temps, elle est refusée. Ou alors, on veut s'en jouer, on veut s'en moquer, on veut la détourner, notamment avec des containers d'un certain type. La géographie, c'est une obsession chez vous. Oui, non, mais... En jugé par les romans précédents aussi. Oui, ben, c'était un jeu avec moi-même. La raison pour laquelle... Et c'était pas nécessairement clair au moment où j'ai débuté l'écriture de Ces degrés de liberté, mais je me suis rendu compte assez vite que j'étais en train de répéter, de tomber dans les mêmes obsessions dans mes deux premiers bouquins, où les personnages étaient essentiellement des créations du territoire. Donc, on a un lieu qui devient la matrice à partir de laquelle on peut expliquer les personnages, on peut expliquer comment ils sont créés. Et j'étais vraiment en train de refaire ça avec Ces degrés de liberté. Puis on peut dire que je l'ai fait dans une certaine mesure. Par exemple, dans le fait que les personnages, Lisa et Eric, sont définis par le fait qu'ils vivent dans un trou essentiellement. C'est un truc de roulotte sur le bord de la frontière américaine. Ils ont 15 ans, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de permis de conduire, ils s'ennuient. Le lieu pour eux produit une forme d'ennui, ça soigne de partout, ça crée toutes les dérives des personnages qu'on va voir. Et donc, de toute manière, j'ai répété ce genre de pattern-là que j'avais établi dans les premiers bouquins, mais bon, je crois que à cet égard-là, je pense que c'est évident. Je pense que c'est pas juste un truc littéraire. Je pense qu'on est tous, autant qu'on est, personne des personnages, on est des produits de notre environnement. C'est pas une grande découverte. Mais bref, j'ai réalisé que j'étais en train de refaire un roman qui est dans ce sens-là, et je me suis dit assez rapidement, pas dès le début, mais assez rapidement, qu'il fallait que je me sorte de mes habitudes et que je me mette un petit peu dans une position, je sais pas, d'autodestruction, ou en tout cas de négation de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Je me suis dit, OK, on va assassiner la géographie. On va vraiment utiliser le dispositif, le procédé pour essayer d'annuler la géographie. Ouais. Et pourquoi autodestruction? Ça aurait été salutaire? Ce serait salutaire? Ben oui, c'est toujours salutaire, un peu de brûler ses vaisseaux de temps en temps. Non, mais je sais pas, de faire un truc un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Je pense que ça fait changer d'air, c'est excellent. Oui. On fêtait aujourd'hui le 80e anniversaire de naissance, ce qui aurait été le 80e anniversaire de naissance de Georges Perec, qui est un type qui a dit de son œuvre, je ne crois pas avoir fait un seul livre qui ressemblait, je ne crois pas avoir fait 2 livres semblables. Pour moi, c'est un truc que je suis incapable de faire. Perec, c'était une bête, c'était un truc inimaginable, mais je ne peux pas m'empêcher d'admirer l'œuvre de Perec, parce que c'est vrai qu'on regarde ses bouquins, puis d'un livre à l'autre, dans le sentiment que c'est 2 écrivains différents qui l'ont fait, je trouve ça extraordinaire. En même temps, on vous dira qu'il y a des écrivains qui sont aussi des écrivains de l'obsession et qui creusent une seule et même obsession. Oui, Perec avait ses obsessions aussi, c'est seulement qu'il était capable de changer, il avait un très vaste coffre à outils. Non, mais c'est important, mais je reviens toujours à cette métaphore du coffre à outils. Pour moi, lorsqu'on parle de cannibalisation des autres auteurs, pour moi, c'est ça, c'est essentiellement d'aller lorsque je joue un roman maintenant, et que je le lis, je regarde toujours, OK, quels sont les procédés, quels sont les dispositifs, c'est quoi le temps de narration, c'est quoi les métaphores, les personnages, les interactions, puis les genres qui sont utilisés. Tu vois le coffre à outils de l'auteur, hey, wow, il utilise ça pour faire ce truc-là, c'est vraiment excitant. Parce que Perec est stimulant pour ça. Perec, il prend toujours il est capable de faire une job avec un outil qui est fait pour autre chose, puis c'est extraordinairement stimulant sur le plan intellectuel. Il y avait ses obsessions malgré tout. Là. Et de voir les outils à l'œuvre, ça n'émousse pas le charme de la lecture? Je termine assez peu de livres ces années-ci. Ah, tout de même. Je ne pensais pas le dire devant autant de monde. C'est un peu honteux, mais je termine très peu de livres depuis quelques années, peut-être parce que j'ai un petit fond de TDAH, mais au bout de 30-40 pages, quand j'ai compris où la personne s'en va, c'est pour ça que les livres que je termine souvent des livres qui sont écrits des techniques de page turner, des trucs qui relèvent de la littérature de genre américaine. Quand-ci, je suis dans comment ça s'appelle, Terry Pratchett, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment une fête, une fête narrative. Il raconte comme un type sur le bord du feu avec une bouteille de vin, c'est extraordinaire. Il y a plein d'autres choses qui sont extraordinaires là-dedans aussi, mais je veux dire, on est vraiment tiré, puis même si on comprend tous les procédés, on est quand même tiré. Ça m'en prend beaucoup ces années-ci, ouais. Au-delà de la compréhension des outils, là, je deviens de plus en plus
il n'y a pas le même émerveillement que... Il se passe quelque chose d'intéressant, parce que vous êtes pas mal tous dans la tranche d'âge dont je vais parler là, dans 15 secondes. Là. Il se passe de quoi entre 15 et 25 ans? Parce que vous tombez sur des livres qui vont devenir importants pour vous, pour votre vie entière. Les livres qui vont devenir fondateurs, les lecteurs que vous êtes, qui sont en train de lire des livres qui vont devenir les bases de ce que vous considérez être la littérature ou un bon livre, ces livres-là, vous en trouverez de moins en moins. Il va arriver un âge où vous êtes plus difficile à surprendre. Vous avez lu pas mal d'affaires, puis des grandes œuvres, comme moi, tu sais, des Italo Calvino, des Borges, des Perec, j'en rencontre de moins en moins souvent, puis pas parce que la littérature est moins bonne qu'avant, c'est parce que je vieillis. Puis ma réceptivité n'est pas la même, puis je suis moins malléable qu'avant. Profitez-en. C'est presque un vieillard qui parle, non? Non, mais ça vient vite. Non, mais ça va vite, la vie. Ça va tellement vite que j'ai vu se développer ça dès le début de la trentaine. C'était pas particulièrement vieux, là, mais quand on a beaucoup lu, à un moment donné, on a beaucoup vu passer les choses. Quand on était écrivain, on était attentif aux patterns, on était attentif aux répétitions. Puis on les voit. Puis on les voit presque tous. On les supporte de moins en moins. Ou au contraire, on les recherche. Mais on est très attentif à ça, ouais. J'aimerais m'inscrire en faux un petit peu. Là. Ah, c'est ça. Garder espoir, là. Parce que moi, je me merveille tous les jours. C'est parce que c'est des œuvres de beauté aussi. Dans la fabrication, je suis d'accord avec toi, la fabrication peut être répétitive, mais je veux dire, une œuvre réussie, c'est une œuvre dont la beauté te fait perdre, te fait oublier les ficelles. Moi, c'est ça, oui. C'est une affaire de beauté et d'émotion. C'est là que... J'ai ce sentiment d'en croiser moins qu'avant. mais Terry Pratchett, c'est assez fascinant. Je lisais dans le métro en m'en venant ici, puis il y a certaines phrases de Pratchett que je dois relire 4 fois pour les comprendre. Puis quand je l'ai enfin compris, c'est comme si le monde s'ouvrait en deux et la lumière tombait du ciel. Je me dis, c'est tellement simple. Encore récupérable. Non, j'ai pas dit que c'était un vieillard gangréné, là. J'ai dit que m'en fallait un peu plus qu'avant. Daniel Grenier, vous vouliez réagir? Ah ben j'ai réagi. Oui. J'ai réagi fortement. Mais en fait, quelques mois quand même aussi. Ben ça te dit, c'est quand tu as dit au début de la trentaine, puis là moi je suis rendu à 35, donc je suis t'as encore de bonnes années devant toi? Ouais. Ben c'est ça. Donc je me dis que oui, il me reste peut-être quelques années d'émerveillement. Oui, il vous en reste beaucoup si vous décidez de les garder. Ouais. Sarah Véturka, vous ne dites rien. Est-ce qu'on peut devenir un vieux lecteur? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai été étudiante en cinéma, puis c'était très à la mode parmi les étudiants et les profs de dire que le cinéma est mort et qu'on est blasé. Comme on dit que le roman est mort. Quand on fait une analyse, on peut plus rien aimer. C'est vrai qu'on peut... Tu sais, moi, par exemple, j'aime ça les films d'horreur, puis je suis capable de me laisser embarquer, même si je connais tous les clichés. Puis, mais je pense qu'avec la littérature, c'est un peu différent, parce qu'il y a des œuvres qui échappent à toutes les classifications aussi. Mais je reprendrais un petit peu ce que Monique disait, c'est dans la beauté, puis c'est dans les émotions qui ont été transmises. Ça dépend vraiment de l'auteur, puis de... Je sais pas comment exprimer ça tellement, c'est plus dans la poésie, je dirais, c'est la même chose qu'en art visuel, c'est sûr que tout a déjà été fait, puis tout se refait toujours, mais il y a des sentiments qui sont propres à certains artistes, puis parce qu'il y a personne qui est identique, tu sais, même en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, on a toujours des influences, puis on peut se rapprocher à certains courants, mais il y a toujours une partie de nous-mêmes qui va ressortir, même si on essaie de le masquer complètement. Alors, on va aller vers le public dans un instant, mais Patrick, Nicole, j'aimerais vous entendre sur le petit débat qui s'est noué là. Mais tu permets, très brièvement, j'aimerais juste préciser parce que, un petit peu, j'ai jamais accusé la littérature d'avoir changé. Je me suis accusé, moi, d'avoir changé. J'ai pas l'impression qu'il y a une dégradation. On s'entend, notamment au Québec, j'ai l'impression que c'est jamais autant fait de bonnes choses maintenant. On parle beaucoup des grands classiques de l'époque d'Aquin. Il se passe moins de choses
vraiment fantastique. Mais c'est juste que je suis plus le même état que j'étais à 20 ans. Je suis plus la même personne, c'est tout ce que je disais. J'ai aucun jugement, je ne devrais pas d'intérêt. Mais ouais. Patrick Nicole, avant qu'on aille vers le public. Ben, rapidement, moi aussi, je termine assez peu de livres, je vais vous dire comme ça. Puis je travaille sur une... mais je travaille sur une théorie, c'est pas fini, là, mais on pourrait la tester. D'après moi, il y a 3 moments dans un livre. Il y a pourquoi tu le commences, pourquoi tu le continues, pourquoi tu le finis. Okay? Puis pourquoi tu le commences, c'est parce que l'attaché de presse et l'éditeur sont bons. Ouais. Ça c'est règle, mettons, puis tu as une réputation. Fait que tu commences un livre parce qu'il t'a été apporté par quelqu'un. Tu sais, un livre t'est apporté. Tu le commences. Tu le continues parce que les procédés sont intéressants. C'est-à-dire l'outil, le coffre à outils t'intéresse. Mais ça, Nicolas, il doit être plus intelligent que moi. Moi, ça me prend 70 pages. C'est-à-dire que tu regardes comment le narrateur est installé, sa relation au temps, sa relation à son histoire, c'est comment il veut jouer avec ses affaires. Une fois que tu as compris ça, est-ce que tu vas le finir? Tu vas le finir si tu veux savoir qui l'a tué. Est-ce qu'on finit tous les livres? Non, les procédés, on les a compris en 70 pages. Puis je comprends qu'on finit les page-turners parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui nous est donné en plus. Mais c'est pour ça que moi, je travaille, là, une fois que j'ai compris le procédé, comment c'est ça pourrait ne pas finir. Mais c'est une théorie intéressante parce qu'il m'est arrivé à quelques occasions de ne pas finir des livres à 30 pages à la fin. Ah, ça m'est arrivé tout récemment, ouais, un livre de 300 pages, 350 pages, j'ai arrêté à 300, ouais. Hein? Bon. On peut plus parler, j'ai des frissons. La personne n'est pas ici. Oui, Daniel Grenier? Je disais que je les écoute parler, j'ai des frissons parce que pour moi, pas finir un livre, c'est presque sacrilège, ça n'arrive presque jamais. C'est une impolitesse. Ben, c'est comme si j'ai un rapport boulimique à la lecture. Je commence un livre, je dois absolument aller jusqu'à la dernière page. Même si, à la limite, j'aime pas ça tant que ça. Mais c'est parce qu'il y a une telle, il y a un tel abandon dans le fait que quelqu'un ait écrit un livre, que la moindre des choses, c'est d'aller au bout de son voyage, parce que c'est peut-être au dernier moment que la perle ultime va être. Là, moi, je donne toujours la chance au coureur à tous les livres que je lis. Bon, alors voilà maintenant l'art du cannibalisme. Mais ce qui est bien aussi, je voulais juste peut-être mentionner rapidement, mais ce qui est cool, Daniel Grenier, oui. Nicolas, tu parlais des grands auteurs que tu as découverts dans la vingtaine, mais il y a quelque chose d'important dans cette notion-là aussi de découvrir un auteur qu'on ne connaissait pas, et que là on se plonge dans son œuvre. Ça nous arrive un peu n'importe quand. Moi j'ai eu la chance par exemple de découvrir un auteur dont j'avais jamais entendu parler il y a 2 ou 3 ans, et là je suis en train comme de ratisser son œuvre au complet, qui est un petit peu difficile à se procurer et tout. Ils ont arrêté de l'éditer pendant les années 70-80, et ça c'est vraiment, vraiment agréable, comme ça ravigote. Donc je te le recommande fortement. Ah ben Jean Pratchett c'est ainsi. Color of Magic a 40 tomes, alors. 40 tomes. Il y a de quoi s'occuper. Alors, on va aller vers le public parce que je sens que vous avez envie d'entrer dans la conversation. Alors, Isabelle est avec un micro. Vous levez la main, vous vous nommez et vous précisez votre cégep ou votre collège d'attache. C'est intéressant de le savoir. Et puis, vous posez votre question. Elle peut s'adresser à un en particulier, à l'ensemble, et ça peut être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ou par rapport à un livre, à un de ses livres. Alors, qui commence? Il faut une première fois, il faut un premier. Alors, question, commentaire? Oui, une main qui se lève. Allons-y. Bonjour, Clément Robert Vigra, Collège Jean Brébeuf. Je me demandais pour Monique Roux, pourquoi Laurel avait besoin d'aller en Orient pour trouver une source d'inspiration alors qu'il avait une ville qui elle-même a autant de courants mystiques comme on le voit bien. Mais il ne le savait pas justement, et il revient bredouille de son Orient. C'était justement aussi une sorte de clin d'œil au fait qu'on cherche toujours l'exotisme à l'extérieur de notre territoire à nous. Et il rate complètement son coup. Lorsqu'il revient de l'Inde, il dit qu'il a pensé attraper quelque chose, mais il n'a rien attrapé du tout. Et c'est finalement en pleine rue des Pins, devant la statue de Jeanne Mance, qu'il y a comme une espèce de feu qui s'allume. Il se rend compte qu'elle ressemble à sa grand-mère, et soudain, il y a quelque chose, une espèce
de voyage qui commence pour lui. Donc, c'est même tout à fait le contraire. C'est-à-dire, l'Orient est ici, l'exotisme suprême est autour de nous. Mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et on ne le sait pas, d'ailleurs. Personne de nous ne le savons. Nous croyons toujours que les choses extraordinaires sont ailleurs, alors qu'elles sont là, 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 là. Ici, ici, ici. Le micro, que tout le monde vous entend? Oui. Je pense que c'est enregistré. Et est-ce que les gens, si on faisait la même expérience, mais dans une autre ville du monde, est-ce que ces gens pourraient eux-mêmes trouver cette source en eux-mêmes ou devraient user du voyage comme méthode? Est-ce que les gens en Orient, si l'Orient n'a pas trouvé son inspiration dans l'Orient, est-ce que ces gens qui viennent justement de l'Orient... les immigrants dont vous parlez? Oui, ou aussi plus précisément dans le lieu même, sur place. Est-ce que Montréal peut être répliqué à plusieurs endroits dans le monde, dans le sens que chaque ville porte en elle... Excusez-moi. Oui, alors, moi je vais finir par découvrir exactement de quoi il est question. Est-ce que chaque ville porte en elle-même l'esprit que vous avez décrit à Montréal? Donc, est-ce que ce retour, ce voyage est nécessaire pour ensuite retourner vers soi-même? Le voyage est souvent nécessaire, ne serait-ce que pour s'apercevoir que ce qu'on cherchait est exactement à l'endroit où on est parti, à vrai dire. Il y a une phrase en anglais qui dit « What you're looking for is where you're looking from ». C'est ça aussi. Donc, il n'y a qu'un Montréal dans le sens qu'il n'y a pas deux agglomérations qui ont eu les mêmes histoires, mais je pense que les êtres humains fonctionnent tous de la même façon. C'est-à-dire qu'on a toujours un besoin d'aller s'égarer à l'extérieur de nous pour s'apercevoir que les réponses sont là, sont exactement là. Donc, c'est pour ça que ce livre-là, même s'il y a des narrations, des histoires, des fables, des contes, des péripéties, c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement simple. C'est comme si c'est une recherche de vérité qui est fatalement personnelle. Merci. Alors, autre question? Oui? Bonjour, je m'appelle Dominique Denoncourt du Conservatoire La Salle. Ma question s'adresse à Daniel Grenier. Alors, nous, on se demandait qui est le nous dans la narration, puis pourquoi est-ce qu'il vit sur le bord du fleuve? Est-ce que le nous est québécois ou est-ce qu'il inclut le lecteur aussi? Un lecteur québécois, peut-être? Mais tu dis, on se demandait, mais vous êtes arrivé à quoi comme conclusion? Ah oui, québécois. Oui. Ouais. Je me suis fait parler un peu du on, en fait, d'un nous. Moi, j'appelle plus ça un on, mais c'est un on que je considère comme collectif. J'avais envie de créer une narration un petit peu originale, si tu veux, dès le départ, qui mettait en scène cette idée-là que c'est pas un grand narrateur au je qui s'exprime, qui porte le récit en lui et qui décide de ce qui va se passer. Au contraire, dans l'année la plus longue, c'est comme la collectivité québécoise, oui, effectivement, qui s'exprime. Et au-delà de la collectivité québécoise, c'est même explicitement écrit dans le livre, c'est nous, lecteurs. Nous sommes en train de créer cette histoire-là, de la tisser en même temps qu'on se la fait raconter. Donc, cette espèce c'est comme paradoxal un peu, mais c'est comme ça que je voulais le créer. C'est-à-dire que le lecteur est à la fois le créateur du récit qui est en train d'expérimenter, qui est en train de se faire raconter. Oui, puis ça va être intéressant, tu vois, parce que le roman va être traduit en anglais. Est en train d'être traduit, puis ce on-là va être perçu de la façon inverse dans la communauté anglophone. Si par exemple quelqu'un lit le livre aux États-Unis, il va se sentir très proche des personnages qui sont à Chattanooga, mais très loin de ce on-là qui parle. Alors que mon lectorat d'origine, québécois, se sent très près de cette narration-là, la narration qui l'éloigne, qui le repousse de Thomas et de ses expériences, tout en essayant évidemment de les rendre universelles. Mais on est loin de Chattanooga, on le dit, nous, dans nos chaumières, le long du fleuve et tout, on regarde cette histoire-là de loin et on essaie de comprendre ce qui se passe
entre autres dans tous les passages avec les tensions raciales aux États-Unis, ces choses-là. On est loin de ces réalités-là, mais on arrive à y plonger grâce à cette espèce de collectivité-là. Je réfléchis à mesure que... Quel genre d'expérience que vous pensez qu'un lecteur qui n'est pas nord-américain, ni francophone, ni anglophone dirait aurait si éventuellement c'était traduit dans une autre langue? Ben là, ça va être seulement une expérience d'altérité complète, là, mais en même temps, le on, j'allais dire le on est inclusif, mais non, parce qu'il est vraiment ancré dans une réalité géographique précise. Donc j'ai hâte de voir les réactions. Effectivement, ça va être intéressant parce que si un lecteur français dans l'édition Flammarion qui va sortir éventuellement, le lecteur français se sent très loin de Chattanooga, mais se sent très loin de la réalité québécoise aussi en même temps. Donc il va être confronté à l'altérité par rapport à cette narration-là. Ça va être juste intéressant de voir les réactions. Merci beaucoup. Merci pour la question. Oui, il y a ici le premier rang. Oui, donc Gabrielle Vandal du Collège Lionel Groulx. Ma question s'adresse à Monique Proulx. On s'est posé des questions pendant notre discussion sur votre livre et on voulait savoir s'il y a un personnage de votre livre qui porte plus votre voix, qui est comme une espèce de Monique Proulx dans votre livre. Le travail a été de me dissimuler le mieux possible dans tous les personnages, à vrai dire, et surtout dans ceux qui sont les plus loin de moi. Je dirais que je suis Charlie Putulé, l'itinérant inuit qui commence. Je suis Charlie Putulé qui commence à parler en disant les hommes sont bons. Alors, c'est ce que je crois fondamentalement, et je lui ai mis en bouche les choses auxquelles je crois fondamentalement. C'est ça qui est formidable dans l'exercice que moi je tente depuis quelques années de plus en plus, qui est de disparaître au profit d'êtres qui ne semblent pas être moi, mais de disparaître vraiment. C'est-à-dire que de hanter si totalement vampiriser leur âme, mais c'est pas vampiriser, c'est plutôt d'entrer dans leur âme à tel point que ce qui fait ma texture habituelle, mon conditionnement, mes petites voix, mon verbiage personnel ne devient plus pertinent. Je disparais en écrivant de plus en plus. Merci beaucoup. Question par là peut-être, ou est-ce qu'il y en a ou... Il y a le nez là, oui. Le fil devrait pouvoir. Oui, le fil semble. Bonjour, je suis Jennifer du Collège Marianopolis. Vous voulez vous lever, s'il vous plaît, qu'on vous voit? Voilà. Bon, je suis Jennifer du Collège Marianopolis et j'aimerais demander ma question à Nicolas Bittner. Qu'est-ce que votre titre veut dire, comme à part être un article de journal qui apparaît de nulle part dans votre roman? C'est intéressant, c'est une question qu'un traducteur m'a posée récemment, qui me disait, vous savez qu'en allemand, c'est un terme strictement technique, c'est le degré de liberté, puis j'ai répondu oui en français aussi. Mais en français, en allemand, je ne sais pas, mais en français, l'intérêt de ce terme-là, c'est que c'est un terme en ingénierie. Qui décrit les différents... chaque fois que je parle à un ingénieur ou un physicien, ou j'avais vendredi soir une fille qui étudiait en machinerie, chaque fois qu'il m'explique chaque fois, puis je comprends pendant 5 minutes, et après ça, je ne comprends plus. Puis d'une fois à l'autre, c'est différent. Il me semblait que c'était les 3 axes de déplacement, puis 3 variables d'accélération. Elle m'a dit non, c'est comme 3 axes de déplacement et 3 axes de rotation. Puis quand j'ai parlé à un physicien qui ont la même notion, mais au niveau moléculaire, c'est encore une autre affaire. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est que c'est un terme technique qui décrit, on s'entend sur au moins une chose dans toutes les disciplines, c'est une façon extrêmement codifiée de décrire le mouvement de certaines choses dans l'espace, qu'on parle de molécules ou de bateaux ou d'avions. En ingénierie, on parle c'est un terme qui décrit les mouvements d'un bateau dans l'eau. Qui est en fait une façon extrêmement, c'est la liberté évidemment au sens du mouvement dans l'espace, mais je sais que les lecteurs, il y a pas mal d'ingénieurs, là, puis de gens en machinerie, puis de physiciens là, qui lisent des livres, là, mais je sais que la moyenne des gens ne sont pas ingénieurs ou physiciens ou machinistes. Et je sais que
dans le titre 6 degrés de liberté, tous les mots sont compréhensibles et c'est possible d'essayer d'extraire du sens de ça sans pour autant recourir à Wikipédia. Puis de faire travailler la machine des gens, de faire en sorte qu'ils se posent des questions puis que ça soit stimulant. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre. Maintenant, d'une façon un peu sèche de décrire la liberté. C'est beau, c'est un beau titre. Ben, merci, je te remercie, Monique. Mais je pense que le fait je sais pas, les personnages ont une approche un peu tordue de la liberté. Puis je pense que le fait de choisir un terme d'ingénierie ou de machinerie ou de physique quantique pour décrire la liberté, ça reflétait bien cette approche-là. Et avec une mise en situation où il y a un enfermement volontaire aussi. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est ça. C'est la liberté, en effet. Oui, effectivement, c'est la liberté qui passe par la claustration. Alors oui, forcément, c'est tordu. Mais bon, j'aime bien les personnages tordus. Alors, il y a une main qui se lève là-bas. On y va. Alors, je m'appelle Alexandra Kisuraba du Collège Marianopolis. Ma question est pour pas mal tous les auteurs. J'aimerais bien vous entendre tous là-dessus. Mais moi, personnellement, en lisant le livre de Monique Proulx, j'ai remarqué que la narration se passait dans une sorte de toile d'araignée ou de dreamcatcher où on allait doucement vers le centre. Et bon, ça peut être juste mon impression. Je me demandais, est-ce que vous avez voulu faire une structure précise dans votre roman, dans votre narration? Et est-ce que vous avez trouvé que ça supportait justement le récit que vous étiez en train de narrer? Je vais commencer, puis peut-être que vous en parlez. L'architecture est extrêmement importante, je pense, pour chacun de nos livres d'ailleurs, mais je vais parler de moi, puisque c'est ce qu'on connaît le mieux. Oui, il y a une architecture qui se fait oublier, mais c'est bien qu'un lecteur, une lectrice soudain soit conscient qu'il y a une construction. Il y a vraiment une construction où moi dans la façon dont j'ai commencé à placer les choses, c'est on entre dans un monde, dans un personnage, et il y a un personnage secondaire qui devient soudain le personnage principal de la fenêtre qui s'est ouverte, et on continue comme ça. Mais toutes ces déambulations-là se font, comme vous dites, dans une sorte de réseau où il y a un cœur, qui est justement le cœur de Jeanne Mance, à vrai dire. Mais en même temps, c'est quelque chose que vous devez pas, sur lequel vous ne devez pas vous arrêter lorsque vous lisez. Il faut vraiment oublier ça. Il y a une sorte de glissée naturelle qui doit nous emporter. Et moi, lorsque j'ai placé les choses, il y avait vraiment un souci de... certains personnages ne pouvaient pas apparaître avant d'autres parce qu'ils commençaient, ils créaient une sorte de tissu de nid, de niche et d'émotion, je disais, parce que c'est un roman d'émotion, c'est vraiment un roman aussi où les personnages naissent des émotions. Et donc, finalement, oui, il y a une sorte... Et la fin qui rejoint le début, pour moi, c'est très important aussi. C'est une sorte de construction qui montre qu'on recommence toujours un peu, avec l'histoire de l'humanité est la même. L'être humain, malgré les siècles, malgré les âges, malgré les influences, est toujours une sorte de personnage qui a pour mission de découvrir d'où il vient, et après ça, c'est comme s'il passait le flambeau à quelqu'un d'autre qui va recommencer le même périple. Il y a une vraie mise en abîme aussi dans le roman de Monique aussi. Là. Un des personnages qui est en train d'écrire un roman qui ressemble étrangement au roman qu'on est en train de lire. Il y a ça aussi, le personnage de Laurel a écrit le roman qu'on a sous les yeux. Voilà. Donc de temps en temps il apparaît, de temps en temps il disparaît. Mais Daniel Grenier, la construction chez vous... Je refuse de révéler mes outils. Parce que sinon Nicolas va lire seulement 30 pages. Il ne saura rien. J'ai rétro-ingénieré ton roman jusqu'à la dernière page. Il y a une construction super précise, là, c'est vraiment travaillé, mais élaboré, mais il y a eu des petits changements en cours de route.
quand j'ai conçu L'année la plus longue, c'est le roman de 3 hommes, tu sais, 3 hommes d'époques différentes. Il y avait le fils, le père, l'ancêtre, et il y avait en théorie une partie pour chacun de ces hommes-là. Et le roman s'est construit aussi avec une série de ce que j'appelle des petites épiphanies d'écriture, des moments où j'écrivais et j'ai compris ce qui allait se passer. Ça, c'est peut-être les moments les plus agréables dans la construction d'un livre pour un écrivain, c'est de comprendre la cohérence que tu es en train de créer toi-même. C'est très loin d'une réponse ésotérique, comme les personnages me contrôlent ou c'est eux qui décident de leur destin. C'est vraiment pas ça. En fait, c'est beaucoup plus proche d'une sorte de vision mathématique. En fait, c'est une série de problèmes qui sont de plus en plus précis à régler. Tu as une série d'avenues que tu peux emprunter ou non, et il y a souvent des écrivains qui ratent parce qu'ils décident d'emprunter une porte qui avait été refermée depuis longtemps, parce que c'est plus facile. Là, je ne dis pas que mon roman est parfait, mais en même temps, moi, quand j'ai compris certaines choses, entre autres le fait que Thomas allait être un scientifique, je ne savais pas au départ. Ça m'est apparu comme une cohérence interne extrêmement intéressante, c'est ça que j'ai décidé de pousser. Et quand j'ai compris ensuite de ça quel genre de scientifique il était, là, j'avais comme la fin de mon roman qui s'écrivait, je savais comment ça allait se terminer, donc l'architecture est venue de cette façon-là. Par contre, il s'est écrit un chapitre après l'autre, même si ça a l'air assez décousu, ou du moins pas décousu, mais éclaté dans la deuxième partie surtout, avec les sauts chronologiques. Ils ont été écrits les uns après les autres parce qu'ils ont une cohérence interne aussi précise. Et Patrick Nicole, c'est l'album chez vous, la construction que vous avez Oui. Moi, je propose une expérience assez simple. Imaginez que vous êtes un personnage de Nicolas Ducnap qui fouille dans des conteneurs et vous tombez sur un album de famille, en fait. Et j'ai mis l'indication générique album. Donc, qu'est-ce qui vous arrive, vous? Vous ouvrez un album, c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous les regardez dans l'ordre. Chaque image constitue un récit assez plein en lui-même, assez complet. On regarde cette image-là. Après ça, on en regarde une deuxième, une troisième, et finalement, il y a des personnages qui reviennent, il y a des décors qui sont les mêmes, mais on se rend compte que ces personnes-là ont une vie en commun. Et je pense que l'expérience de lire mon livre, c'est reconstituer l'histoire de cette famille, de ce micro-groupe-là. Et vous trouvez un album de famille en sachant très bien que dans le livre, il y a des photos dont on a oublié les acteurs, il y a des histoires qui sont oubliées, et c'est aussi une histoire qui est pleine de trous, parce que bien sûr, dans un album de photos, des fois, il manque des images, des années qui sont mal représentées. Dans ma famille, par exemple, à un moment donné, on était tellement cassés qu'il n'y a personne qui avait d'appareil photo, il y a 15 ans, où on n'a pas de photo de personne, tu sais. Et donc, toutes ces affaires-là, c'est un peu ça la construction de mon livre, c'est reconstituer une histoire. Donc, la question de l'ordre posait des gros problèmes. Dans quel ordre on va dire quoi? Et dans une certaine façon, il y a des textes qui sont vraiment des miroirs. Il y a un texte au début qui raconte le début et la fin de la mer. Il y a un texte à la fin qui raconte le début et la fin de la mer. Ça, c'était des moments assez importants. Il y avait aussi, mettre l'idée des photos qui disparaissent, c'est important de le mettre assez au début. Et puis, il y a les maudits oiseaux, là. Cette affaire-là des oiseaux, qui, au début, c'est la poule, qui est l'oiseau le plus terrestre, le plus sanguin, le moins oiseau, dans le fond. Et le dernier, c'est les oies blanches. Là, c'est presque mystique, je vais qui m'arrête là, mais il y a quand même une construction aviaire dans mon livre qui est assez avec l'oiseau de la séduction, qui est le martinet ramoneur dans le milieu. Il y a aussi cette construction-là. Sarah Turcotte, vous avez écrit de la poésie, vous écrivez encore de la poésie, et là, il y a ce roman. Un roman, il fallait le construire aussi, ou pas? Oui, mais au début, je n'avais pas du tout de construction en tête. En fait, au début, j'ai écrit de façon totalement non linéaire. J'ai fonctionné vraiment par collage, contrairement au roman que je suis en train d'écrire, dans lequel je suis vraiment une trajectoire précise, mais j'ai fonctionné par collage, un peu comme si je mélangeais du texte avec des images, dans le fond. Il y a des passages qui sont plus viscérales, puis il y a des passages qui sont plus descriptifs, il y a des souvenirs, des portraits de personnes. J'ai essayé de varier la façon de présenter les événements, puis la réalité aussi, là, dans le roman. J'essayais de garder ça intéressant pour le lecteur, parce que moi aussi j'ai un TDAH. Des fois je trouve ça difficile quand c'est trop linéaire, ça peut être difficile de rester concentré, mais c'était pas voulu nécessairement. J'ai réarrangé plusieurs fois
j'ai arrangé plusieurs fois les parties de mon roman. Au début, la cohérence narrative n'était pas nécessairement assez présente, là. Mais ça s'est travaillé. Je l'ai retravaillé sans modifier cette apparence-là de collage, j'ai l'impression. Nicolas Dittmer, en terminant sur ce sujet, la cohérence, elle vient d'où dans C'est ton intéressant roman? ce que dit Clara, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de roman plus ou moins structuré, il y a juste des auteurs qui sont plus ou moins conscients de structurer leur roman. Mais il y a toujours forcément une structure qui émerge. La méthode change. Moi, comme j'ai dit plus tôt, je cannibalise allègrement et agréablement. J'ai passé plusieurs années à beaucoup lire de science-fiction américaine. Ben, pas tant que ça, mais quand je les lisais vraiment intensément. Puis je la relisais attentivement. Puis j'ai lu aussi beaucoup de ce qu'on appelle du long form en anglais, des articles, des grands articles comme ceux qu'on voit aux Rolling Stones ou des articles de 15, 18 feuillets. Puis je revoyais toujours le même pattern qui revenait. 2 lignes narratives en alternance, tout le temps. Dans le long form, ça va être une ligne documentaire, une ligne narrative. Ça revient sans cesse. Puis, j'aurais pu être agacé de découvrir ça un moment donné, mais non, on dirait que plus cette grammaire-là s'enfonce dans ton cerveau, plus elle finit par toucher le tronc cérébral. Elle finit par rentrer jusqu'à dans ta moelle épinière, puis c'est une façon d'envisager le récit qui est comme du crack. C'est épouvantable. Mais je me suis juré, je dirais, 6 degrés. Un moment donné, en courant l'écriture, pendant le premier tiers de l'écriture, j'ai réalisé que c'était la technique que je voulais utiliser. En me disant, ça va être facile. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Comme je l'ai raconté à quelques occasions, puis vendredi, là, il y a un moment donné dans l'écriture, quelque part au milieu du manuscrit, il a fallu que je prenne 4 mois d'arrêt un printemps où j'ai pas écrit une mot de ligne. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais un fichier Excel, puis j'arrangeais mes chapitres en ordre chronologique, puis c'était organisé avec des formules qui calculaient où est-ce qu'on était rendu à quel moment. C'était 4 mois d'horlogerie pour que ça fonctionne. C'est épouvantable comme structure, mais oui, il y a une structure. Ce qui est fou dans 6 degrés de liberté, je ne veux pas trop prendre de temps, mais c'est parce que non seulement tu réussis à créer 2 lignes narratives, mais tu crées jusqu'à un certain point un suspense, un suspense, parce qu'au début, on n'est pas supposé savoir en tant que lecteur que les 2 histoires ne se déroulent pas au même moment. Donc on le découvre avec toi. Quand tu nous donnes cette information-là, donc j'essaie d'imaginer ton fichier Excel. Là, mais je suis content que tu dises qu'il y a un suspense parce que c'est un des premiers textes où j'ai décidé de faire la littérature de genre au premier degré. Tu sais, quand Borges fait de la littérature policière, Borges prend la littérature policière au second degré. Tu sais, il prend la structure du roman policier puis il t'emmène dans des histoires qui ont une valeur métaphorique, il utilise ça comme un outil, mais moi c'est vraiment, il y a un peu de ça, mais c'est vraiment du premier degré. J'ai vraiment dit, c'est pas un roman policier, mais on va prendre le moteur du roman policier. Je suis content qu'il faut qu'il y ait ça. Moi, tu m'as lu, en fait. Très bien. Commentaires, questions? Il y a une main là-bas. Qui s'est levée, là, puis ici, et là aussi. Alors dans l'ordre, au fond là-bas, puis après ici. Ma question est pour M. Daniel Grenier. Vous avez mentionné que, au travers de l'écriture, il y a des choses qui se plaçaient dans votre tête. Le refus à Albert de la rencontre avec Aimé. Je vous vois sourire, j'imagine que c'est pas la première personne qui vous en parle. Est-ce qu'il y a eu une petite partie de vous-même qui a pensé à cette rencontre-là? Il n'y a aucune partie de vous-même. Non, cette rencontre-là n'existait jamais. Et depuis le début, la quête d'Albert était futile. Pas futile, non, je pense pas, mais frustré, sans aucun doute. Ouais, non, ça a été très clair assez rapidement que non seulement, en fait, c'est qu'il y a deux côtés de la médaille à cette non-rencontre-là, parce que Aimé rencontre quelqu'un quand même. Il rencontre Laura dans l'avion. La jeune fille dans l'avion. Je dis ça parce que des fois, ce détail-là, il passe tout droit chez certains lecteurs qui me disent que Aimé, Aimé fait juste s'en aller et tout, mais en fait, il se retrouve dans un avion très très précis en 1994 avec Laura. Et c'était pour moi une sorte de...
ta façon de jouer avec l'ironie cosmique, si tu veux, de frustrer Albert, de frustrer Albert de cette rencontre-là, et de l'offrir à quelqu'un qui, non seulement, c'est pas vraiment c'est qui aimer, mais en plus, c'est, si on veut, sa deuxième victime, Laura, parce qu'elle est, après Jeanne, que Aimé a abandonné quand il était plus jeune, il y a de cela plusieurs années. Laura, c'est un peu sa victime collatérale à cause des recherches et des obsessions d'Albert. Donc, oui, j'avais envie de le frustrer, lui, de cette... mais c'est un peu sadique pour le lecteur, effectivement. Mais en même temps, pour l'écrivain, c'est très jouissif. Tu sais, c'est comme... Ouais, il y a quelque chose... Alors, il y a une question là, mais le micro a été confisqué par là. Il y a quelqu'un, mais je ne vois pas cette personne. Alors, moi non plus, je ne vous vois pas. On ira vers vous, mais si on vous oublie pas là. Oui, ma question est pour Clara Bétiscotte, et moi c'est Audrey du Cégep de Terrebonne. Dans le fond, on trouvait que le roman, mais dans le fond c'est une question assez large, le roman est écrit avec un thème assez personnel, mais c'est un thème assez lourd aussi, mais c'est pas écrit de façon moralisatrice, si je peux le dire. Donc on se demandait si c'était vraiment une démarche personnelle, si vous aviez besoin de vous faire entendre à ce sujet-là, ou ça avait peut-être une portée plus large. Je pense que c'est un mélange des deux, parce que c'est sûr que dans tout ce genre de... Bon, il y a vraiment beaucoup de littérature sur ce thème-là, des troubles alimentaires, puis ça... Oui, il y a souvent un ton moralisateur dans cette littérature-là, mais il y a aussi un ton très... Ou bien c'est le contraire, c'est une espèce de façon de percevoir ça comme qui est plutôt glamour, qui est très misérabiliste. Il y a toutes sortes de clichés, comme des images de petites filles qui s'envolent au vent, de belles ballerines qui est bonne à l'école, puis qui fait aucune erreur dans la vie, puis c'est pas vraiment ça la réalité de certaines personnes qui souffrent d'un trouble comme ça. C'est sûr que c'était un sujet que j'avais envie d'aborder dans ma vie d'écrivain, que je ne vais plus jamais aborder d'ailleurs, parce que il y a eu comme une confusion entre moi et mon personnage, j'ai l'impression, par des fois, là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a eu un propos aussi. C'est sûr que je voulais aussi... je sais pas comment dire. Tantôt je parlais de la guérison, puis du fait de ne pas vouloir finir avec une fin heureuse. C'est sûr que il y a comme un discours très moralisateur dans la société par rapport à la santé mentale, dans le sens que ce serait comme si les gens, pas juste la santé mentale, mais la santé en général, surtout ce qui a trait à la maintenance du corps dans un état optimal. C'est comme si on était obligé d'être en santé, qu'on était obligé d'être en santé le plus vite possible, puis que la vie devrait être comme parfaite, qu'on devrait être... Je sais pas trop comment exprimer ça de façon vraiment brève, là, parce que je pourrais parler de ça pendant vraiment longtemps, mais j'ai l'impression que c'est une vision qui est simple de la vie, puis de ce qu'on... de l'existence d'une personne qui est le moindrement complexe, là. Je trouvais que je voulais aller un peu à l'encontre de ça, puis un petit peu... c'est sûr qu'il y a j'ai un côté un peu baveux, là. J'avais pas vraiment l'intention... Je voulais, comme je dis, je voulais comme... C'est sûr que je voulais dénoncer ça un peu. J'espère que ça répond à la question. Alors, on va aller vers ici, parce qu'il y a ce monsieur, Isabelle, il y a ce monsieur qui avait une question. J'ai dit ça au cas où on voudrait confisquer le micro par là. Non, mais c'est très bien. Alors, il y a une question par là. Là, la main qui s'est levée. Du Collège Edouard-Montpetit. Ma question est pour Daniel Grenier. En fait, comment en partageant ses recherches scientifiques sur cette vie éternelle, un peu, cette malchance, comme vous avez dit, ça serait pas peut-être
moralement irresponsable d'abuser de la génétique de son ancêtre, surtout en sachant qu'Éric Bolduc a vécu une vie quand même dans la solitude, une vie mystérieuse, une vie un peu misérable. Est-ce que Thomas a peut-être manqué de respect envers son propre passé, sa propre histoire, en fait? C'est vraiment intéressant comme interprétation. Je ne l'ai pas vu comme ça personnellement parce que dans ma tête, Thomas n'est pas au courant de ça autant qu'Albert peut l'être. Il a lu le dernier carnet d'Albert et tout. Il n'a jamais fait de recherche à ce point-là. Il se sent peut-être plus redevable qu'autre chose envers cet être-là, qui finalement aurait existé réellement, alors qu'il était persuadé, j'imagine, que son père avait fantasmé ça toute sa vie. Mais je trouve ça très intéressant de voir de ce point de vue-là. Et de toute façon, les recherches génétiques, c'est éthiquement, disons, discutable, donc délicat, ouais, voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, les recherches de Thomas, elles sont positives, négatives, tu sais, devenir éternel, c'est juste qu'à la fin du livre, on est seulement devant un constat, en fait. Il y a une espèce de... Moi, en tant qu'écrivain, l'intérêt, c'était de travailler ce futur-là comme de l'anti-science-fiction jusqu'à un certain point. D'un point de vue formel, c'est-à-dire de montrer un monde qui va tout simplement s'adapter à ce qui se passe autour de lui, comme on a toujours fait jusqu'à un certain point. Alors, question, il y a une main là-bas. Et puis il y a une main ici, oui. Alors, au fond là-bas, là, j'ai vu une main se lever. Ah oui, très bien, mais je ne vois pas. Alors, il y aura deux mains là. Oui, le fil. Moi, c'est Hugo, je viens du collège Stanislas, et ma question, c'est pour Patrick Nicole. Bonjour. Bonjour. J'ai pas entendu votre nom, pardon. Moi, c'est Hugo. Ok. Donc, dans un interview, vous avez dit que la nageuse, c'est en fait la mère du personnage. Alors, le lac, est-ce que ça pourrait représenter la vie? C'est-à-dire qu'on est sur une rive, et puis on va traverser le lac pour atteindre l'autre côté qui serait la mort. Donc, la nageuse, la mère, elle est entre les deux, elle est entre la vie et la mort. En fait, elle est un peu perdue comme le personnage. Donc, est-ce que le lac, ça serait le temps, en fait? Ben oui, on pourrait arrêter là, ça va se passe bien. Mais je me sens obligé de dire quelque chose, là. Vous savez, je vais redire, c'est très gênant de faire ces trucs-là devant les gens parce qu'on fait les mêmes jokes. Mais, et nous, on le sait. Oui, c'est ça. Mais, moi, je sais pas nager. Alors, l'image d'une personne dans le milieu d'un lac, pour plusieurs personnes, puis moi, je viens du Saguenay, pour plusieurs personnes, c'est une belle image. C'est quelque chose de calme, de reposant. Et puis, en fait, moi, ça me fait peur. C'est quelqu'un dans le milieu d'un lac, elle va mourir, l'épaisse. Je trouve ça vraiment grave. T'sais. Et puis j'aime bien cette double image-là du paisible et de l'alarmant. Moi, je pense que je commencerais comme ça. C'est paisible et c'est alarmant. La phrase apparaît dans le livre presque textuellement. Donc, la dame apparaît comme une nageuse au milieu d'un lac, soudainement épuisée. Alors, bien sûr, notre projet à tout le monde, c'est de traverser et d'atteindre un certain objectif ou d'atteindre quelque chose, d'arriver quelque part. Et j'imagine la panique du nageur pris par une crampe ou pris par... soudain la certitude qu'il n'aura pas l'énergie de se rendre. Et c'est ça la maladie, hein? C'est vraiment le constat qu'on ne se rendra pas. Tu sais, on ne sait pas où qu'on s'en allait de toute façon, mais c'est le constat qu'on va s'écrouler ici, maintenant. Là. Et puis la maladie a quelque chose de vraiment fascinant, c'est que la personne a une conscience et elle voit avec sa conscience en train de s'en aller. Tu sais, il y a vraiment comme quelque chose comme je suis dans le milieu d'un édifice qui s'écroule. Et puis, la personne qui est malade a cette conscience-là d'être tout à coup, des fois complètement dans le mouvement, tout à coup dans sa vie, puis tout à coup de lever la tête, puis de se rendre compte que tout est disparu. Tu sais. Et puis, c'est beaucoup ça, la nageuse dans le milieu du lac. C'est quelqu'un qui se rend compte que tout autour d'elle est disparu, et qu'il n'y a pas de fond, et qu'elle ne se rendra pas. Bien sûr, moi, je ne suis pas tellement dans les explications psychanalytiques. Puis, il y en a qui vont dire des trucs comme la mer qui est dans l'eau, ça fait très liquide amniotique, la mer est redevenue un bébé, tout ça. Moi, ça me tente pas tant. Pas de temps. Ça me tente pas d'aller là. Mais l'image du lac répond aux autres images de l'enfance, comme le chalet, comme ça, j'aime assez plutôt ça.
Alors, on va par là, et puis après, on va devant. Alors, là, il y avait une main là tout au fond, puis après, on ira devant. Oui. Alors, vous vous présentez et vous rappelez le cégep d'appartenance. Donc, je m'appelle Carla, je viens du Conservatoire La Salle. Et en fait, ma question est pour Patrick Nicole. Donc, avec la nageuse, on se demandait, en fait, à quel point est-ce qu'on peut dire que votre roman est autobiographique, ou peut-être est-ce que c'est juste de dire que c'est une autofiction. Donc, en fait, à quel point est-ce que c'est proche de vous, cette histoire-là? Je ne répondrai pas tout à fait à cette question-là, je m'excuse. Mais je veux dire une chose assez simple, je pense. D'après moi, en littérature, il n'y a pas de matériaux nobles, puis il n'y a pas de matériaux qui ne sont pas nobles. En sculpture, on dit le marbre est un matériau noble, puis le bois, c'est de la chose. Et puis, moi, je pense que tous les matériaux sont disponibles, que ce soit le matériel médical, le matériel technique, le matériel historique, tout ça est disponible. Et ultimement, ce qu'on veut faire, c'est de la littérature. C'est vers là qu'on s'en va. Mais à partir de quels outils on le fait, ça nous appartient, je pense, à chacun, puis on réussit, tous les gens qui sont ici ont réussi assez bien, puis toujours en évitant le piège de chacun des modèles. Clara, elle a eu l'intelligence de ne pas faire un manuel médical, elle nous l'a dit. Nicolas, il a eu l'intelligence de ne pas nous ennuyer avec la technique. On a tous eu de l'intelligence d'éviter les pièges de nos outils, je dirais comme ça. Alors, le piège de l'autofiction, c'est de tomber dans le règlement de compte, tomber dans l'armoiement, tomber dans toutes sortes de choses désagréables. Et moi, j'ai pas voulu faire ça. Donc, il y a des ingrédients qui sont très très près de ma vie, je vous le dis, parce que ça vous intéresse, c'est vrai, puis j'ai mis mon nom dans le texte pour signaler ceci est ma vie, mais je ne ferai pas avec vous le ménage de ce qui est arrivé pour vrai, ce qui n'est pas arrivé pour vrai, tout ça, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me mettre en scène comme une sorte de caisse de résonance. Moi, je suis là, je suis traversé par le discours social, par les idéologies dominantes, j'ai une culture, j'ai une mémoire, j'ai un groupe social d'appartenance, et il y a la vie qui se déroule devant moi, puis on va regarder comment ces choses-là arrivent en résonance. C'est ça que j'ai fait. Alors, les événements, certains me sont arrivés, oui, d'autres non, d'autres à mes frères et sœurs. Tout ça, c'est rendu là, moi-même, je ne sais plus, on est rendu dans... On fait un livre, et on met les choses qui vont, puis on enlève ceux qui ne nous plaisent pas. Ceux qui ne servent pas le livre. Si je peux élargir ma question avec ça, donc vous êtes beaucoup allé piger dans du quotidien, puis vous avez quand même exprimé des éléments qui font partie du quotidien. Comment est-ce que la façon dont vous avez décidé de l'exprimer est assez spéciale, avec un gros détachement, de trouver. Est-ce que c'était voulu dans votre écriture? Ben, moi, je n'ai pas voulu représenter la crise. La crise étant pas, je veux dire, la crise étant le moment où le personnage ne pense qu'à une seule chose. C'est quand tu es dans une maison qui brûle, tu ne penses qu'à t'en aller. Je n'ai pas voulu représenter ça. J'ai voulu inscrire la maladie dans une durée, comme avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est quelques crises, mais c'est beaucoup de durée. Daniel va avoir un enfant. Et puis, ce qui frappe après ça, c'est la quantité de choses matérielles que tu as à gérer, comme acheter des couches, de la crème pour les fesses, avoir des enfants, c'est hyper technique. Et puis, c'est plutôt ça que j'ai voulu représenter avec la maladie, c'est que la maladie s'inscrit dans la durée, puis je voulais vraiment plutôt la placer dans un quotidien que mettre les grosses scènes de pathos qui sont, difficiles à écrire, deuxièmement, qui ne sont pas tellement riches en sens, parce qu'il y a juste une affaire, c'est la crise, il faut que tu t'en ailles, il y a le feu. Donc, j'ai voulu plutôt inscrire ça dans une durée, avec justement tous ces ingrédients-là qui peuvent rentrer en même temps, parce qu'on n'est pas en crise. Voilà. Merci. Alors, on va vers Madame au premier rang. Voilà. Ouais. Oui, ce serait mieux pour qu'on puisse vous entendre. Mon nom c'est Catherine, je viens du cégep régional de la Naudière à Terrebonne. En fait, ça c'est une question pour Daniel Grenier. C'est un peu à propos de comment vous avez écrit les chapitres, l'ordre chronologique que vous avez utilisé pour l'histoire d'Aimé. Parce que vous dites que le 11, c'est comme nous qui inventons l'histoire, qui sont l'écrivain d'histoire un peu. Mais je comprends pas exactement pourquoi. Par moi, comment je l'avais vu, c'est que Aimé, quand on raconte l'histoire d'Aimé, comment je le voyais, c'est que l'histoire un peu elle se mélange parce que c'est lointain pour lui. Comme je croyais, c'était plus ça que vous vouliez amener en faisant. Parce que moi, personnellement, quand je le disais, des fois, j'étais un peu perdue. Je savais plus trop où est-ce qu'on était rendu. Il fallait vraiment que je m'écrive les années, qu'est-ce qui se passait. Je voulais juste savoir pourquoi cet ordre-là. Parce que vous dites, quand vous l'avez écrit, ça vous venait automatiquement, même si l'histoire n'était pas complètement faite dès le début, mais que vous écriviez les chapitres facilement dans cet ordre-là. Je me dis, pourquoi, dans le fond?
Ben, en fait, la deuxième partie, d'après moi, il faut la voir un peu comme, il faut la lire un peu comme sous c'est le principe du document trouvé un peu. C'est-à-dire qu'on suit un petit peu jusqu'à un certain point. Ça n'a pas besoin d'être exactement ça, mais on suit un petit peu les recherches d'Albert, dans le fond. C'est l'ordre dans lequel, dans le fond, Albert aurait trouvé ou réussi à récolter ces éléments de preuve autour de son ancêtre. Ça marche pas au complet, parce que, premièrement, je ne voulais pas donner l'impression au lecteur qu'Aimé peut-être n'existait pas. Je ne voulais pas donner cette piste-là de lecture. Je n'avais pas envie que le lecteur puisse avoir l'impression que, dans le fond, Aimé, il n'a jamais existé. Si on avait été vraiment dans le document trouvé, ça aurait pu donner cette impression-là. Ensuite, la deuxième partie, elle est construite de façon déchronologique, mais il me fallait, moi, un ancrage émotionnel, si on veut, avec un récit. Donc, il y a quand même toute une partie qui est racontée de façon chronologique, jusqu'à un certain point. C'est la rencontre de Aimé et de Jeanne. Donc, c'est comme si, dans le fond, le vrai ancrage de toute cette partie-là, c'est la partie à Saint-Henri en 1860. C'est juste avant la guerre civile, donc 1862-63, quand ils se rencontrent. Et ensuite, il y a un saut dans le temps, puis on se retrouve en 1900, quand ils vont se rencontrer une dernière fois sur le lit de mort de Jeanne. C'est un petit peu comme ça que je l'ai construit. Puis il fallait que ça soit mélangeant en même temps. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où j'avais envie de raconter plein d'épisodes historiques différents qui, moi, me font triper. J'avais envie, évidemment, de les rendre tripants pour le lecteur aussi. Et le second point d'ancrage, en fait, c'est tout l'aspect de reprise, de clin d'œil, de réappropriation littéraire qui existe à l'intérieur de ce roman-là. Entre autres, le passage avec Stephen Crane, en 1894, quand il lui donne l'inspiration pour son roman. Et un chapitre qui a marqué plusieurs personnes aussi, par sa violence, c'est le chapitre du massacre pendant la guerre civile, le bataillon qui est complètement massacré. Ce passage-là, il est littéralement emprunté à une écrivaine québécoise qui s'appelle Catherine Leroux, que je remercie à la fin du livre. C'est-à-dire que je lui ai emprunté son personnage. Donc ça, c'est des moteurs d'écriture qui ont comme pouf, 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 qui sont apparus les uns après les autres pendant que j'écrivais cette partie-là. Il y a deux mains, alors allons-y. Oui. Alors, ici d'abord, puis après derrière. Juliette Bergeron du Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption. Ma question, c'est pour Monique Proulx. C'est par rapport au personnage de Virginie. Tantôt, on parlait de comment ils sont en quête de repères, mais on sent plus depuis le début, dès l'apparition de Virginie, la nonne rebelle, qu'elle s'est déjà affirmée en tournant le dos à, on pourrait dire, l'institution catholique, comment que c'est un peu devenu ridicule. Est-ce qu'on pourrait dire que elle a vraiment trouvé ses repères, surtout à la fin, après son passage à Silence on parle? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le personnage qui s'est le plus affirmé au courant du livre? C'est un personnage qui est un peu comme une sorte de miroir de Françoise, de Jeanne Mance. C'est un personnage. D'ailleurs, les femmes, il y a un petit passage qui est presque inaperçu dans l'histoire du début de Montréal, c'est que les femmes étaient tellement fortes que il y avait beaucoup en justice, il y avait beaucoup de femmes qui passaient en justice parce qu'elles avaient battu leur mari à l'époque du XVIe siècle. Parce que les femmes, je veux dire, assumaient tous les rôles. Elles étaient, non seulement elles tenaient la maison, mais elles s'en allaient dehors avec le mousquet, puis elles s'en allaient bûcher du champ, puis il y avait l'Iroquois qui leur sautait dessus, puis certaines, comme la Parmanda, avaient empoigné les parties d'un Iroquois qui avait été complètement, qui s'était tordu de douleur, puis bon, des espèces d'héroïnes absolument démesurées. Et Virginie, j'aimais bien, Virginie, c'est aussi, c'est l'héroïne complètement ignorée par notre histoire actuelle. C'est toutes ces femmes-là qui tiennent à bout de bras des organismes qu'on a ici, là, la Maison des Pères, ici et ça. Des femmes fortes, mais humbles. C'est toute la force de cette femme-là, c'est son humilité aussi. Donc, oui,
elle est en révolte, donc elle n'est pas apaisée. Elle n'est pas apaisée. Elle s'est trouvée dans le sens qu'elle sait que ce qu'elle... Mais elle ne le sait pas tout de suite. Elle le sait après avoir passé à cette émission-là, que le plus grand rôle social qu'un être humain peut jouer, si cet être humain-là s'intéresse, par exemple, à l'héritage du christianisme, dans son cas, c'est ça, du Christ, c'est quoi? C'est aimez-vous les uns les autres, aidez les plus petits, les plus démunis. Et c'est ce que Jeanne-Mance a fait aussi en venant ici, donc c'était comme une espèce de boucle. Mais c'est seulement après un moment qu'elle réalise qu'il y a peut-être de l'ambition dans son projet Femme de joie, le projet où elle veut vraiment brasser la cage de l'Église catholique. Elle se dit, mais peut-être que mon rôle, dans le fond, c'est de continuer à prendre soin des poquets de Montréal. Donc, elle s'est trouvée, mais elle se trouve encore davantage dans ce parcours-là. Merci. Et puis, voilà, il y a une autre question. Frédéric du Collège Jean de Brébeuf, c'est pour Nicolas Wigner. Je me demandais, c'est aussi en parallèle un peu avec Monique Proulx, je me demandais l'attachement de Lisa à Éric. Quand on a vu Lorraine qui a dû partir en voyage justement pour réaliser que sa maison, dans le fond, c'était à Montréal, je me demandais un peu dans le cas de Lisa, elle, justement, elle ressent le besoin d'aller rejoindre Éric, d'avoir à faire ce voyage, justement. Elle ne semble pas vraiment avoir une attache géographique vraiment à son lieu de naissance. Est-ce que son identité, justement, se retrouverait plus dans Éric, justement, dans la relation émotionnelle qu'elle a avec Éric? Je m'ai posé cette question-là, j'ai rien préparé. C'est vraiment super intéressant comme question parce que ça me force à considérer plein de choses dans mon roman d'un œil différent. Notamment le fait que, oui, à un moment où mes personnages s'émancipent de la géographie, Éric est forcé de déménager à Copenhague, puis il n'y a aucune espèce de... Il fait sans arrière-pensée, il y a une espèce de crise un peu parce que Lisa dit on va être séparés et tout, puis lui, il a l'air de passer vers ça comme dans du beurre mou. Oui, il y a un détachement du personnage par rapport à la géographie, puis on sent que Lisa s'en va vers ça, comme si en fin de compte elle sera définitive, non pas en fonction du territoire. D'ailleurs, c'est la première chose qu'elle réussit à faire, c'est à sacrer son camp de domaine bordeur, dès qu'elle le peut, domaine bordeur, dès qu'elle le peut, elle s'en va. Mais ouais, c'est intéressant. Parce qu'en fait, je crois que ce qui se passe en courant de bouquin, c'est que les personnages, puis on s'entend, c'est pas de dire cette prévente, je vous donne pas le sens canonique du bouquin, là, parce que je l'ai beaucoup fréquenté, puis je vous donne un avis de lecteur là-dessus. Là. Mais c'est très, très très tôt dans le roman, les deux personnages sont définis l'un par rapport à l'autre comme un demi-frère et une demi-sœur. Ça passe vite, mais c'est clair. Et je crois qu'il arrive un moment dans le livre où il y a un glissement du personnage qui cesse de se définir par rapport au lieu où elle habite et commence à se définir par rapport à un sens de la famille. Et en fin de compte, ce qui est fait, c'est une reconstitution familiale. C'est un acte de reconstitution familiale absolument tordu. Au moment où sa propre famille s'effondre de plein de manières différentes, elle va se rattacher à ce qui est pour elle un demi-frère, puis vraiment essayer de reconstituer, de recréer un noyau familial. Elle n'est pas directement dans la géographie, elle est vraiment dans une géographie humaine, et complètement ailleurs. Mais oui, c'est un changement dans la nature du personnage du début jusqu'à la fin. Merci, bonne question. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a une main là-bas. Ce sera la dernière question, les deux dernières questions. Parce que mine de rien, il est 9h, alors le temps a passé très rapidement. J'aurai une question de conclusion pour vous. Ouais. Alors... Bonjour, je m'appelle Léa, je viens de Dawson. Il faut parler un peu plus fort, on vous entend bien. Je m'appelle Léa, je viens de Dawson. Ma question s'adresse à Nicolas Wigner. On se demandait à Dawson pourquoi Éric a changé le numéro de téléphone qui donnait accès aux coordonnées, finalement. J'aime ce on parce que j'ai toujours l'impression qu'il est porteur de plein de discussions en arrière. Mais c'est pas la première fois qu'on me la pose, ce qui en fait pas une moins bonne question. Mais je suis pas sûr d'avoir une réponse bien claire. C'est-à-dire que c'est peut-être une partie du livre où j'aurais été plus explicite. Il y a des portions du manuscrit qui existent, qui ont été élaguées, où c'est plus explicite. Mais il y avait cette idée que pour Éric, la raison pour laquelle il s'embarque dans ce projet-là, comme dans tous les autres d'ailleurs, c'est parce qu'il veut faire des choses avec Lisa. C'est essentiellement une façon de passer du temps avec elle ou de partager des obsessions avec elle. Et par conséquent, le résultat n'a pas d'importance. Puis il y a une espèce de déception, de peur chez Éric d'être déçu par le résultat de ce truc-là, qui a travaillé pendant plusieurs mois à construire.
ballon, parachute, à programmer l'appareil photo, à mettre tout ça en place, à se forcer à 5 heures du matin à sortir, à marcher jusque dans un champ de maïs, puis quand ça revient, les photos sont au flou. Ou qu'il regarde les photos et il dit comme, ah ben regarde, c'est même maudite photo qu'on trouve sur n'importe quel compte Flickr, compte Instagram, où il y a des gens qui ont fait pareil. Il a eu peur que l'expérience se résume à son résultat. Puis il a sabordé la possibilité d'avoir accès à la fin parce que pour lui, l'intérêt de la chose, c'était de la faire. De la même manière que Larry Walter, qui est évoqué au début du bouquin, qui est un type qui a gonflé des ballons météo, qui les a accrochés à une chaise de parterre, qui s'est envolé au-dessus de Los Angeles, qui a perturbé le trafic aérien pendant 3 heures. Son but, c'est pas de faire ça. Son but, c'est juste de mettre en place la chaise. Il était absorbé par le geste de faire les choses. Après ça, ben, il s'est envolé au-dessus de Los Angeles. Bon, mais il y avait cette peur d'être déçu par que tout ça se résume au résultat. Mais je dois le dire, c'était plus clair dans cette portion du manuscrit, c'est une faiblesse du bouquin. Je l'admets. Je ne suis pas du genre à prétendre. La version du réalisateur va sortir dans 2 ans. La version, ben, c'est quoi, je l'ai envisagé sérieusement. Malheureusement, je pense qu'on était sous presse pour la version de poche, mais il faudrait que j'en discute avec mon éditeur. Je suis absolument pas. Il y a plein de mes versions de poche de bouquins où j'ai rajouté des pages, j'ai remis des chapitres que j'avais enlevés. Non, mais tu sais, pour moi, un bouquin, il y a ce vieil adage entre les écrivains. On ne termine pas un livre, on l'abandonne. C'est pas parce qu'un livre est publié qu'il est définitif. Non, d'ailleurs, dans Tarmac, j'ai rajouté un chapitre et demi quelque part dans la version de poche. Oui, un chapitre 138 et demi, je pense. Il y avait une autre question, une autre main qui s'était levée par là. Alors, c'est encore moi. C'est une question pour Monique Proulx. On parlait au tout début de la rencontre de vos personnages déboussolés. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que à la fin, tous les personnages semblent se retrouver partiellement en Virginie, qui, elle, se retrouve en Jeanne Mance. Donc, tous les personnages finissent par se retrouver en Jeanne Mance. Et moi, je me demandais, parce que vous avez dit, on n'est pas plus déboussolé aujourd'hui qu'on l'était avant, et pourtant, Jeanne Mance semble être une personnage vraiment bien ancrée, vraiment bien sachant ce qu'elle fait, puis pourquoi elle le fait, vraiment à elle-même. Elle n'a pas du tout cette portée déboussolée qu'ont les autres personnages. Alors... Parlons un peu de Jeanne Mance, brièvement. C'est pourquoi, entre autres, j'ai pas trituré l'histoire. Moi, parce que je tenais vraiment à ce qu'on sache des choses sur les débuts de Montréal et sur Jeanne Mance, entre autres, qu'on ne sait pas. Sa fin n'a pas été glorieuse du tout. Je veux dire, elle a été, le déboussolement, elle, c'est d'abord, il y a dû en avoir un terrible lorsqu'elle s'est aperçue qu'elle pourrait pas former de communauté franco-indienne et que les Amérindiens, d'ailleurs, c'est le grand échec des débuts de les colonies québécoises, canadiennes, c'est vraiment l'échec d'avoir réussi à être amis avec les Amérindiens. Lorsqu'il y a ce premier échec-là qu'elle mentionne, d'ailleurs lorsqu'elle mange avec Maisonneuve, qui est bon, je sais qu'ils ont mangé ensemble, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, j'ai donc inventé le menu, j'ai inventé la conversation, mais c'est très probable, ces adieux-là qu'ils se font. Et la fin et de Maisonneuve et de Jeanne Mance ont été des fins infamantes, des fins horribles, alors que c'était des gens qui avaient tout donné. Maisonneuve a été congédié comme un vulgaire incompétent, et Jeanne Mance a été accusée jusqu'à la fin de ses jours d'être une voleuse par Monseigneur de Laval, qui a été d'ailleurs canonisé. Alors, vous savez ce que j'en pense. C'est ça l'histoire. L'histoire se retourne de toutes sortes de façons. Donc, elle aussi, elle est morte un peu dans le tourment, parce qu'imaginez, le représentant de Dieu sur terre, qui est Monseigneur de Laval, ce Dieu à qui elle a tout donné, l'accuse d'être une voleuse. Alors là, c'est comme un retournement. Je ne sais pas comment se sont passés ces derniers jours, mais j'aurais pas pu être dans cette peau. Donc, oui, je veux dire, ça appartient à tous les êtres humains d'avoir des fluctuations terribles et des remises en question totales. Très bien. Alors écoutez, on va se laisser dans un instant, mais j'aurais une dernière question et très brièvement, chacun, je vous demanderai de réagir là-dessus. Depuis tout à l'heure, on a parlé
de lecture des livres que vous avez lus. On a parlé de littérature, on a parlé de la réalité, on a parlé de l'histoire. Pour le romancier et la romancière que vous êtes chacun, qu'est-ce qui est le plus fécond, de la littérature, des livres ou de la réalité? Non, mais je suis pas sûre de comprendre la question. Non, mais qu'est-ce qui est le plus fécond, de la littérature, d'autres livres, la littérature nourrit la littérature, ou la réalité, la vie nourrit la littérature? Moi, c'est vraiment la vie, je dois dire. C'est vraiment la vie que... J'ai déjà été nourrie par la littérature, mais maintenant, c'est la vie qui est mon carburant principal. Et la vie des autres, si on vous a bien compris. La vie, c'est qui les autres, dans le fond? La vie tout court. La vie, les autres, moi, on est tous dans le même bateau. La vie. Nicole. Je pense qu'il faut imaginer que la littérature naît dans la vie pour retourner dans la vie. C'est-à-dire que finalement, on s'adresse à des êtres humains dans leur vie. Mais il y a quand même une sublimation, il y a un passage obligé à travers un catalogue de formes, un catalogue d'expériences que l'on connaît et que le lecteur connaît aussi. Donc on passe, ça passe vraiment, moi je pense que ça part, je dirais pas des tripes, mais ça c'est une prétérition, je viens de le faire. Ça part de soi, puis ça retourne à un autre être humain clairement. Mais ça passe clairement à travers une machine que l'on partage en grande partie. Daniel Grenier? La vie ou d'autres livres? Ben, moi, j'ai mis en scène Stephen Crane, pas pour rien, parce que c'est considéré comme un des premiers écrivains modernes. Et Crane a écrit le premier roman de guerre qui n'était pas inspiré d'une expérience réelle. Et tout le monde pensait que Crane avait fait la guerre. Évidemment, il y a même une histoire connue, apocryphe, jusqu'à un certain point, qui dit qu'un vieux commandant de la guerre civile a dit « J'étais dans le bataillon de M. Crane aussi ». Mais il y avait 20 ans quand il a écrit The Red Badge of Courage. Et c'est un roman qui est basé exclusivement sur l'idée de témoignage et de lecture. Et non pas sur l'expérience réelle. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai appris en salle de classe, évidemment. Mais il reste que, pour moi, la littérature, à partir de la modernité littéraire, les livres se font à partir des autres livres. Évidemment, il y a une tension entre les deux, puis il y a un besoin de raconter la vie, évidemment, mais je crois vraiment, profondément, fondamentalement, qu'on est des lecteurs avant d'être des écrivains. Et que la littérature est forte, donc elle est capable d'engendrer d'autres livres aussi. Elle est le point de départ de l'écriture. Nicolas Dicter? Je vais dans le même sens, mais je vais substituer au mot livre le mot document, parce que même si je disais que, dans le fond, la vie m'intéresse davantage, j'ai pas accès à la vie, comment dire, si c'est que ce que j'ai par mes propres sens, ma propre expérience, m'écrire des haïkus sur le deuxième café du matin. Ce qui me vient de la vie des autres passe par Twitter, par les blogs, par les journaux, par les livres de fiction, les essais, les livres historiques, la masse de ce à quoi j'ai accès qui passe à travers des documents, c'est 99% du matériel. Je serais bien fou de dire qu'il y a 1% qui reste, qui est essentiellement d'aller virer à la pharmacie, puis chercher les enfants, puis faire des repas, puis faire la vaisselle, que ça nourrit davantage. Mais c'est parce qu'on est un monde qui une omniprésence du document. Et c'est une époque extraordinaire pour ça. La médiation est partout où on porte notre regard. Le téléphone, les communications avec ma blonde sont rendues textuelles. C'est juste que c'est inévitable. Je ne peux pas opposer l'un à l'autre parce que la vie passe par les documents maintenant. Sarah. Clara, pardon. J'ai vraiment cette vision-là des choses par rapport aux documents. Oui, la vie, c'est vraiment important. Puis, j'aime beaucoup écouter les histoires des autres, puis m'inspirer d'anecdotes qui me sont arrivées. J'aime ça porter attention à des petits détails, puis à des événements insolites qui m'arrivent. Mais j'ai goût de faire intervenir encore plus que la littérature. Il y a le cinéma, il y a la télévision, il y a les arts visuels, il y a les rêves qui sont une forme de médiation.
Il y a nos visions personnelles aussi qui sont un petit peu un patchwork de tout ça. Tu sais, puis, par exemple, moi, j'ai pas de réserve à dire que si je dessine, ça pourrait être inspiré de littérature, puis si j'écris, ça pourrait être inspiré de cinéma ou de dessin ou d'art visuel. Tout ça est organique et travail en quelque sorte. Pour moi, oui. Oui, très bien. Bon, ben alors, vous voyez, maintenant, il s'agit de retourner, de rentrer chacun dans sa chambre avec les livres, avec ses impressions de lecture, avec ses impressions de l'échange. Merci beaucoup de cet échange. De vous être à l'exercice. Merci à vous, du public, d'avoir participé au moins autant que les romanciers à cet exercice. Donc, je rappelle les titres. La nageuse au milieu du lac de Patrick Nicole, c'est Cartanier. Demoiselle Cactus de Clara B. Turcotte chez Le Méat. L'année la plus longue de Daniel Grenier au Cartanier également. Ce qu'il reste de moi de Monique Proulx aux éditions du Boréal. Et 6 degrés de liberté de Nicolas Dickner aux éditions Alto. Rendez-vous en avril, nous saurons qui sera la lauréate du prix littéraire des collégiens cette année, grâce à vous. Merci de votre attention, merci à la librairie Olivieri, et bonne lecture, bonne continuation. Radio Spirale.